Bonsoir à tous. La présence, la conscience et la puissance. Coucou Isabelle. Pour moi, c'est les trois attributs du divin. L'omniscience pour la conscience, donc l'omniscience, c'est la conscience du divin. L'omniprésence et l'omnipotence. Et nous, en fractal, on a un petit peu de ces trois dynamiques-là, de ces trois ingrédients-là pour vivre notre vie d'être humain sur Terre. Et pour moi, c'est le passage, en fait. C'est le passage pour vivre une vie de qualité et une vie dans laquelle être pleinement au centre de ce qui se passe, complètement dans sa responsabilité. Alors, ça peut paraître un petit peu étrange de se présenter depuis cet endroit-là, mais pour moi, ça a vraiment du sens parce que c'est l'endroit où, au-delà de la personne que je suis, c'est l'endroit de reliance, en fait, avec tout ce qui est. Alors, pour me présenter à vous, depuis la casquette de pourquoi je vous parle ici ce soir, je ne suis pas thérapeute, c'est pas mon job, même si ici je sais que c'est plutôt un espace qui invite des personnes dont c'est le métier. Mais je me définis plutôt à la fois comme témoin de ce que je vis, de mon expérience du réel, et comme preneuse d'initiative et qui fait des propositions. En fait. C'est vraiment avec le témoignage et la proposition que je suis là avec vous. Et ça me semble les voies les plus fluides et les plus ouvertes pour être ensemble, pour parler de toutes ces notions, pour trouver les moyens en fait d'allier à la fois l'expérience incarnée, la transcendance et puis comment dire, le fait de remettre du sens et des sens dans notre vie. Tu nous parles du fait que tu n'es pas thérapeute, pourtant ton approche, dans un sens, elle conduit les personnes à une forme d'introspection et comment dire, de regard particulier sur leur vie, leur existence, leurs choix. Et comment tu abordes cela avec les personnes et quel genre de personnes te sollicitent pour les accompagner? Alors, en fait, le cadre que j'aime le plus, déjà, il y a tout le travail que j'ai d'écriture, d'écriture inspirée. C'est-à-dire qu'il y a des moments, il y a une idée qui s'empare de moi et qui va m'obséder en quelque sorte et vouloir sortir à travers moi, donc pendant quelques heures, quelques jours, quelques semaines. Et tous ces moments-là qui me mobilisent beaucoup, où en fait, je vais connecter des informations et puis les mettre en mots avec mes mots et les offrir au monde. Donc, il y a toute cette partie-là qui est complètement publique, puisque j'écris des centaines de textes sur mon blog et que je mets à disposition de tous. Et c'est vrai que le centre de la proposition, c'est vraiment de proposer aux êtres humains qui sont actuellement sur Terre de devenir adultes, de se verticaliser, de devenir responsables et capable de se positionner depuis la place d'adulte. Donc ça, c'est au centre de la proposition qui m'anime. Et après, sinon, le cadre par lequel j'interagis avec les personnes pour cette œuvre-là. Donc moi, ce que j'aime beaucoup, c'est créer des cercles en présence pendant plusieurs jours où on plonge en fait dans un espace hors temps que je crée pour l'occasion et lors duquel les personnes vivent des changements majeurs dans leur vie. En général, elles ne ressortent pas comme elles sont entrées. Donc ça, j'aime beaucoup ces moments-là qui sont des instants complètement à part, en fait. On plonge dans une autre temporalité, d'autres rapports humains, d'autres espaces de transcendance. Donc j'aime beaucoup créer ces moments-là et les offrir et les vivre. Et sinon, je suis assez à l'aise en fait avec plein de formes. Donc, j'ai écrit un livre, j'ai capté des fréquences dans des élixirs. Je propose du son du gong tous les matins pour une communion à tous ceux qui veulent l'écouter par télégramme. Je fais des baumes, je fais plein de choses dans la matière. En fait, j'aime beaucoup à la fois répandre des idées et aussi créer des formes qui vont aller soutenir notre mouvement du merveilleux et aussi de témoigner la capacité qu'on a de créer des formes sur ce plan qui sont porteuses de sens, porteuses de beauté, de transcendance, etc. Donc j'aime beaucoup tous ces petits outils-là et en fait montrer des voies de possibles pour mes camarades de route
Et quand c'est possible, œuvrer avec eux. Moi, j'aime beaucoup aussi ce que j'appelle l'œuvre commune, c'est-à-dire se sentir à la fois dans sa singularité, sa signature unique, et puis faire avec les autres. C'est quelque chose qui a beaucoup de sens pour moi, puisque je me comprends à la fois comme, en tant qu'humanité, comme des singularités, des individus, et à la fois un collectif. Les deux coexistent simultanément. De mon point de vue, un de nos grands enjeux actuellement, c'est vraiment comment vivre ensemble et œuvrer ensemble. C'est vraiment un des endroits qui m'anime le plus comme quête quelque part. Alors, comment se constitue un cercle quand tu parles de rassembler un cercle? On fait appel à la géométrie ou on appelle simplement ça un cercle, mais c'est juste des personnes qui se groupent? Est-ce qu'il y a une intention énergétique dans cet aspect-là, au-delà de ce que vous faites, de ce que vous mettez en place? Oui, absolument. Pour moi, le cercle, si tu veux, j'aime beaucoup tout ce qui est la géométrie. En fait, c'est une figure dynamique qui est le support de la spirale. C'est-à-dire, si on le voit en 2D, un cercle, ça pourrait sembler fermé. Alors déjà, en soi, c'est intéressant parce que c'est un endroit où on est dans l'horizontalité les uns vis-à-vis des autres, c'est-à-dire, c'est pas une pyramide. Moi, quand j'ouvre un cercle, effectivement, je vais avoir posé le cadre, je suis dans la posture de l'animatrice et de faire les propositions. Et en même temps, à chaque fois, je me mets en jeu moi-même. C'est-à-dire, je ne refais jamais deux fois le même cercle, je ne prépare pas à l'avance et je me jette dans le bain, dans l'instant, avec qui est là, avec ceux qui sont là, avec ce que j'entends qui va être pertinent. Et de la même manière que chacun des participants, je plonge dans l'inconnu. Et pour moi, ça a énormément de valeur parce que ça permet aux autres de faire de même. Et ça fait qu'on n'est pas dans la répétition de quelque chose qui a déjà été vécu, mais on est toujours dans vivre une situation nouvelle. Et ça, le cercle, il permet ça. Dans le cercle aussi, ce que j'aime beaucoup, donc c'est qu'en 2D, comme je disais, ça peut être fermé et être un cercle vicieux, une boucle. Mais dès qu'on va le déployer en 3D, ça fait une spirale. Et la spirale, c'est un des thèmes qui est au cœur de mes recherches et des informations que je capte. Parce que pour moi, quand on comprend ce mouvement-là, on se remet en connexion avec les réels mouvements du vivant. Avant les filtres qu'on a qui sont binaires, en fait, la spirale, c'est le déploiement en 3D. Ce cercle-là, pendant les temps que je propose, il a à la fois son mouvement circulaire, où on est tous en fait sur le même plan, chacun depuis sa signature unique, et en même temps, comme on va aller se relier au divin, à la transcendance, et puis aussi aux profondeurs de la Terre, et jouer avec nos corps, en fait, on va déployer les spirales comme ça, et le cercle, en fait, il prend de l'expansion, et il crée des harmoniques tout autour. Donc vraiment, la géométrie du cercle, elle est fondamentale pour la qualité des propositions que je fais. Et au-delà de ça, j'aime beaucoup aussi, avec les participants, selon le nombre de personnes qu'on est, on va créer des mandalas vivants. Hein, c'est-à-dire qu'on va faire des géométries avec le nombre de personnes et on va activer différentes spirales, différentes ondes de forme. Et donc à la fois en nous, collectivement, et puis après on les déploie dans les champs morphiques autour de la Terre. Ça, c'est quelque chose que je raffole comme jeu, j'aime beaucoup. Et alors, quand tu mets en place un cercle, donc si je comprends bien, le cercle, c'est le support énergétique en quelque sorte, Mhm. mais est-ce qu'il y a une intention qui gère ce cercle en particulier par rapport à un autre cercle qui aurait lieu une autre date? Est-ce qu'il y a un thème? Comment tu conçois, comment tu construis ça? Tout à fait. Et ben, pendant plusieurs années, là, quand je les animais toute seule, en fait, je les fédérais autour des élixirs que j'ai captés. Donc, j'ai capté 28 élixirs, si tu veux, qui sont en 4 paliers. Et donc, je faisais des cercles sur 4 jours. Et le premier jour, le premier palier, deuxième jour, deuxième palier. Et comme ça, comme une spirale qui monte, où je faisais découvrir aux personnes différents aspects de leur être. Donc au début, c'était l'émotionnel, après c'était tout comment se verticaliser, ensuite c'était sortir de la prédation, et le dernier, si tu veux, le dernier palier, c'est plutôt ce que moi je vais appeler l'être christique, donc qui s'est émancipé en fait des trames de prédation et qui a renoncé au monde pour vraiment se consacrer à la reliance entre l'humain et le divin. Donc là, tout le temps que je les faisais toute seule, je les ai ordonnées autour de cette intention-là de multidimensionnalité et de faire découvrir aux personnes leurs différents étages et comment circuler. Et depuis un an, je co-anime des cercles avec un homme qui s'appelle Grégoire Heinrich. Et donc là, j'ai rajouté une dimension supplémentaire qui est que
on est en binôme impro. Donc, ensemble, on va sentir à l'avance le thème et l'intention pour le cercle à venir. Et après, en fait, chaque jour, on tisse ensemble, donc depuis un homme et une femme, les propositions, etc. Mais effectivement, pour chaque cercle, il y a le support d'une intention qui va aller en fait poser une vibration à l'avance et qui va attirer les personnes en résonance. Et au fur et à mesure que les personnes s'inscrivent, qu'elles sont dans leur propre mouvement, ça commence à tisser le jeu auquel on va jouer. Ce que tu appelles élixir, enfin, moi je le comprends comme une potion, hein, comme Ouais. une préparation, c'est ça? Alors, un élixir tel que si tu veux, pour moi, c'est une forme qui est donnée à travers laquelle je capte des fréquences. Donc, comme support, donc il y a de l'eau de source, et dans laquelle j'ai mis en général un minéral et une fleur. Et ensuite, à un moment donné, j'ai apposé les mains dessus, je me suis laissée traverser par une onde, et il y a une qualité particulière qui vient s'inscrire dans l'eau. Donc, les séries d'élixirs que j'ai fait au fil des ans, quand je les fais, en fait, je ne décide pas depuis juste ma personnalité, tiens, je vais faire un élixir. C'est des moments où si tu veux, je suis basculée en transe légère et en gros, je vais suivre l'inspiration. C'est-à-dire, je ne sais pas à l'avance combien je vais faire d'élixir, ni quelle pierre, ni quelle fleur. Je me laisse guider tout au long du processus. Donc, je me mets vraiment en connexion et en écoute et en réceptivité en fait. C'est vraiment un aspect yin de moi qui capte ce moment de confection des élixirs. Et après, pour certains d'entre eux, donc savoir à quelle vertu ils se réfèrent, quelle qualité précise. Pour certains des élixirs, je l'ai su tout de suite. Pour d'autres, il m'a fallu parfois 2 ans entre le moment où je les ai faits et où je comprenne vraiment en fait à quoi ils correspondaient. Donc il y a eu c'est tout un jeu de pistes en moi. Et après, donc, ces élixirs, ben, les personnes donc, peuvent les prendre, hein, si tu veux, sous forme de gouttes, comme des fleurs de bac, hein, par exemple, et expérimenter avec, se syntoniser dessus, en fait. Et ces gouttes-là, si tu veux, vont générer des synchronicités, des situations qui vont, et comme les personnes les prennent en conscience, en fait, et ben, elles vont se repositionner par rapport à ce thème-là. Donc, à la fois, ça génère des situations qui vont être un peu comme parfois des épreuves ou en tout cas des situations qui posent question. Et en même temps, l'élixir, avec la fréquence qui est vibrée dedans, va leur proposer à l'intérieur des réponses nouvelles par rapport à l'ancienne forme. C'est-à-dire que ce n'est pas une potion magique qui fait le travail à la place des personnes, mais elle leur permet de trouver leur propre chemin vis-à-vis de cette fréquence. Je ne sais pas si c'est très clair. Oui, je le comprends comme un processus de stimulation qui va générer chez les personnes toutes les informations qui sont en lien avec la situation qui serait à comprendre et à résoudre contenue dans les fréquences de l'élixir. C'est ça, exactement. Et après, comme c'est des élixirs par palier, ils ne s'adressent pas aux mêmes endroits de notre psyché. Et ils sont par groupe, si tu veux. Le premier, il y en a 3. Le deuxième palier, il y en a 7. Après, il y en a 5. Et après, il y en a 13. Donc, à l'intérieur de ces paliers, en fait, ils s'ordonnent entre eux. Ils ont une danse entre eux. Et après, entre les différents niveaux, ben, il y a des chemins qui se créent. Alors, pour moi, il y a des chemins évidents. Puis, pour d'autres personnes, elles vont trouver d'autres chemins. Hein. Et tout ça, ça fait une arborescence qui correspond à une arborescence interne. Et pour moi, si tu veux, ça permet aux personnes d'actualiser leur potentiel, de découvrir leurs ressources, de transformer des choses qui étaient des problèmes en finalement des talents. Voilà, il y a tout un chemin qui est proposé avec ces élixirs qui est assez intéressant. Et ce que j'aime beaucoup, bah oui, c'est les retours aussi des personnes qui, ben, à un moment, ont senti qu'elles avaient intégré un élixir ou un palier. Et en fait, switch complètement de jeu humain, en fait. Ils arrivent à un autre moment de leur vie où il se passe d'autres choses complètement dans leur vie. Alors, qu'est-ce qui t'a amené, qu'est-ce qui t'a conduit à ça? Est-ce que tu as fait des séances d'initiation thérapeutique? Est-ce que tu avais, disons, un talent ou des capacités particulières à l'origine? Et puis tu as senti qu'à un moment, bah, ça te poussait dans une direction et ça s'est installé petit à petit. Comment tu te vois, tu te revois rentrer dans tout ce processus? Alors, bah,
enfant, j'avais des portes et des fenêtres ouvertes. Après, à l'adolescence, à un moment, j'ai tout fermé. J'ai vécu mon jeune adulte plutôt comme en rébellion, militantisme, voilà, contre les injustices à l'extérieur, en fait. Après, j'ai changé de vie, j'ai quitté la ville, je suis allée m'installer à la campagne. Donc, j'ai découvert la solitude, alors qu'avant, j'étais tout le temps entourée d'une multitude de personnes. Et là, il y a eu tout un processus à la fois avec le minéral, le végétal et les animaux, puisque j'habite dans un coin de campagne vraiment sauvage. Et ensuite, il y a eu la naissance de mes enfants. Et à la naissance de mes enfants, je suis passée par les fleurs de Bach, l'homéopathie pour On a eu une le, petite interruption. Ok, j'ai fait aussi avec la proposition d'Alejandro Jodorowsky, ça a été vachement bien pour moi, le livre Métagénéalogie. Donc j'ai fait le processus qui est proposé par ce livre, qui a été bien puissant, qui m'a permis d'aller pacifier en tout cas ce que je pouvais de mon passé familial et d'être vraiment disponible ensuite pour passer à autre chose et pour changer de référentiel en fait. Mon référentiel, il est vraiment pas du tout dans le passé actuellement, il est plutôt dans le futur en fait. Ça peut paraître étrange, mais en tout cas, c'est comme ça que ça se vit en moi. Et je pense que ça, j'ai pu switcher véritablement grâce à ce travail accompli avec la proposition de Jodorowsky. Et puis, suite à ça, en fait, à un moment, mes antennes se sont ouvertes et j'ai pas fait de thérapie, j'ai pas fait de formation aucune que ce soit. J'ai participé à une danse initiatique pendant 7 ans, dans laquelle j'ai fait ce que je considère comme le gros de mon œuvre au noir, où là j'ai vraiment été voir des aspects, les aspects des ombres et de mes propres pulsions. Et voilà, j'ai fait un processus intensif, les étapes de mort, etc. Et puis après, au bout de ces 7 ans, j'ai senti que j'étais mûre pour commencer à partager à l'extérieur. Et puis de fil en aiguille, en suivant l'inspiration, ça s'est fait tout simplement en fait. Mais je crois qu'une de mes particularités, c'est de ne pas aller copier les informations à l'extérieur, mais de me laisser guider par l'intérieur. Et c'est vraiment ça dont je peux témoigner et que je propose aux personnes d'expérimenter en elles, parce que je considère que ça a une grande valeur, puisque ça nous permet d'avoir notre reliance directe en fait, au divin et aux informations qui ne sont pas de l'apprentissage habituel par de la répétition et par la lecture extérieure, mais qui est un accès direct en fait à la connaissance qui va nous correspondre à un moment donné. Là, tu as utilisé des termes qu'on peut relier au processus alchimique. C'est quelque chose que Mm-hmm. tu as développé, qui t'a intéressé. Ouais. Ben alors, en fait, de manière assez succincte, puisque, comme je te dis, je ne me suis pas plongée dans des livres d'alchimistes qui sont quand même très compliqués avec tout leur symbolisme, etc. Mais j'ai compris en moi, en fait, les trois œuvres les plus connues, c'est-à-dire œuvre noire, œuvre blanc, œuvre rouge. Et que dans chacune, en fait, en fractal, dans l'œuvre noire, on va vivre l'œuvre noire, l'œuvre blanc, l'œuvre rouge, etc. Il y a tout un système comme ça, trinitaire, qui se joue, qui, au fur et à mesure des années, donc moi, je traverse ces caps et en fait, je mesure, si tu veux, au fur et à mesure des transmutations, l'amélioration de la qualité de ma vie, de mes perceptions, de mes relations, des situations que je vis. Et donc, pour résumer ces trois étapes, en fait, succinctement, donc l'œuvre noire, que je vais associer au niveau du bassin, au niveau du pelvis. Hein, ça va être tout le moment où on va aller un petit peu barboter dans son inconscient, aller voir les pulsions profondes qui nous animent, toutes les forces de la libido, et puis les accueillir, chevaucher le dragon en fait, hein, et oser voir en face ce qui est, les embrasser, les discerner. Alors la première étape, il y a quand même beaucoup le fait de les voir, de poser un regard dessus, de ne pas en avoir honte, de ne pas en avoir peur, d'accepter que c'est là. Et est-ce que c'est tous les liens avec la matérialité, avec tous les aspects physiques de la personnalité? Alors, j'avais pas encore fait cette correspondance-là, mais certainement que, en tout cas, le bassin, il est relié au chakra de la racine, donc C'est ça. à la terre et puis à
qui nous donne des atomes et si tu veux une forme et un corps pour vivre. Après, pour moi, la connexion à la Terre avec la racine, je la vis plus en termes énergétiques avec l'énergie de la Shakti, donc la pulsion de vie, la pulsion de le grand oui en fait, hein, et qui va aller mettre de la dynamique en fait dans l'ensemble de la structure, qu'elle soit matérielle, mais aussi des émotions, aussi du domaine des idées. Enfin, cette pulse de la Shakti, en fait, elle anime tout l'être, pas seulement la matière, de mon point de vue. C'est ce que Freud nommait la libido, tout simplement. Tout simplement. Enfin, en tout cas, en correspondance, ça correspond effectivement avec ces grandes forces, en fait, cette grande énergie qui nous anime depuis le bassin, depuis le bas. Et donc, l'œuvre noire, c'est, comme je vous disais, donc c'est aller vraiment capter les forces, mais à ce moment-là, on ne les maîtrise pas du tout. Mais bon, on peut quand même déjà commencer à les voir. Et après, on va pouvoir faire monter, une fois qu'on les a vus, qu'on les a discernés, les faire monter au niveau du cœur. Et donc, le deuxième foyer qui va correspondre à l'œuvre blanc. Au niveau du thorax, avec le diaphragme en fait qui soutient ce foyer-là, enfin la correspondance avec le corps. Et là, c'est un endroit où en fait on a plusieurs éléments. On a à la fois le cœur qui va pouvoir embrasser ce qui est là, accepter pleinement et communier avec le processus, et le feu du cœur qui va s'allumer. On a les poumons qui vont servir de forge pour envoyer l'air dedans. Et on va avoir les organes de la digestion, comme l'estomac, le foie et la vésicule biliaire, qui eux vont aller mâcher et digérer les informations qu'on a captées là dans l'inconscient de ces pulsions, et qui vont aller en quelque sorte les neutraliser en tant que monstres et en tant que choses affreuses. Et puis, on va pouvoir, comme ça, par cette digestion et par ce feu et la reliance au divin, on va pouvoir transformer ce qui était ces forces premières en outils à notre disposition. On ne va plus les voir comme des ennemis ou comme des choses à cacher ou honteuses ou je sais quoi, mais vraiment comme des forces à notre disposition qu'on va pouvoir renommer et réaffecter depuis ce qui nous correspond véritablement. Pour moi, il y a un endroit là dans cette œuvre blanc où on reprend les rênes en fait du dragon, du cheval, et on trouve le moyen de communiquer avec et puis de s'en rendre maître en fait. C'est le deuxième foyer. Et la troisième œuvre qui va être le veau rouge, donc que je vais situer moi, au niveau du crâne et au niveau du cerveau. Là, c'est tout le processus de mutation de notre vivant. Hein. C'est un endroit où une fois qu'on a la puissance, parce qu'en fait, le veau blanc, elle permet de récupérer la puissance, en fait. Les forces pulsionnelles, tant qu'elles ne sont pas maîtrisées, c'est une puissance soit qui est programmée, soit qui est erratique ou désordonnée. Mais là, il y a un ordre qui a été posé avec une intention qui est, par la reliance au divin, qui est celle de notre véritable être. Et donc, il y a un moment, il y a une bascule qui peut se faire donc, au niveau du cerveau et au niveau du crâne. Et dans la compréhension que j'en ai actuellement, là, il y a une consécration qui se fait et des changements, en fait. Il y a des mutations à la fois dans notre structure énergétique, dans notre structure physique, avec des hormones qui n'étaient pas actives, qui s'activent. Au niveau du cerveau, bon, j'en parle beaucoup dans plein de textes, mais les astrocytes qui deviennent prioritaires par rapport aux neurones. Et en fait, il y a un autre jeu humain qui commence. Voilà, ça, D'accord. c'est les trois œuvres. Alors, on a Thierry qui souhaiterait poser une ou quelques questions. Donc, Thierry, je t'en prie. Bonjour Véronique, Salut. un plaisir que tu sois face à moi. Pour ceux qui ne le savent pas, tu es celle qui a corrigé mon livre sur Coué, me donné quelques indications, ce qui était hyper sympa. Voilà. Donc là, on se voit en vis-à-vis. Donc, dans les quelques questions, la première qui est complètement prosaïque, hein, c'est les gens qui viennent te voir, te rémunèrent-ils pour ce que tu fais avec eux? On peut appeler une reconnexion. Donc, gagnes-tu ta vie avec ça? C'est pas joli à dire, mais peu importe. Sinon, comment vivrais-tu? Ok. Alors, mon métier officiel, mon métier habituel, en fait, n'est pas celui-là, parce que je suis salariée pour un guide de tourisme bien connu en France depuis 20 ans, où je corrige, en fait, des guides. Donc, ça, c'est mon travail alimentaire, en fait. Après, quand les personnes viennent me voir, effectivement, si je passe du temps à les accompagner, il y a un échange qui se fait entre elles et moi.
Au début, je proposais des choses gratuitement, étant moi-même issue d'un milieu, donc dans ma jeunesse, comme je disais, très militant et avec des valeurs fortes, notamment les valeurs de gratuité. On faisait tout gratuitement à cette époque-là. Donc, quand j'ai commencé à aider les personnes, bah, j'étais aussi dans cette démarche. Mais en fait, j'ai vu qu'elles ne comprenaient pas la gratuité. C'est-à-dire qu'après, elles se sentaient en dette. Alors, soit elles ne validaient pas l'expérience qu'elles avaient vécue, soit elles se sentaient en dette. Et ça créait des interférences, en fait. Donc, effectivement, depuis, je procède à un échange. Alors, il peut être monétaire, il peut être un échange de services. Enfin, voilà, ça va dépendre des cas. Mais effectivement, j'ai arrêté la gratuité pour ce type de proposition, parce que j'ai vu que ça ne fonctionnait pas, à mon grand désarroi, mais c'est ainsi. En fait, au début, la gratuité, pourquoi je la proposais? Parce que j'avais la compréhension que plus j'offrais en fait ce que je recevais comme information connectée interne, plus je m'en libérais, plus j'étais disponible pour en recevoir d'autres. Donc en fait, j'avais l'impression que je pouvais donner, puisque je recevais depuis l'intérieur. Et en même temps, j'ai vu que pour ceux qui étaient en interaction avec moi sur le plan humain, c'est pour eux en fait que c'était pas juste. Comment les gens viennent-ils vers toi? J'ai écrit des textes qui ont beaucoup circulé. En fait, il y a un gros réseau de personnes maintenant qui me suivent et qui me connaissent. Déjà pour tout cet apport en fait de textes et des vidéos que j'ai mis à disposition. Je t'arrête juste un instant. Ouais. À l'origine, Mm-hmm. parce que des blogs, il y en a des milliers, qu'est-ce Ouais. que tu fais avant de te lire que les gens arrivent sur ton blog et après soient intéressés, mais Ok. moi. Ok. Alors, à un autre niveau, ce que je peux te répondre, mais c'est un autre niveau en fait, c'est que ce que je comprends, c'est que depuis l'œuvre que j'ai accomplie sur moi, en fait, je me suis mis à vibrer ma signature vibratoire. C'est-à-dire que le travail ou l'œuvre que j'ai accomplie sur moi-même de transcendance, de consécration, de décision que j'ai prise de me consacrer à mon œuvre, en fait, a fait que je vibre ce que je suis et donc ça résonne. C'est pour ça que mon blog s'appelle Résonne en cœur. Et donc, en fait, les personnes ont un signal clair de qui je suis et de ce que je propose. Alors, elles l'ont pas forcément consciemment, mais en fait, elles vont me trouver, en fait. Et ça se passe dans ma vie, alors à la fois avec cette œuvre-là où les gens entendent parler de mes travaux et de moi, et aussi par exemple par rapport aux gens qui m'entourent et mon tissu relationnel proche, en fait, au fur et à mesure des années, il y a vraiment des résonances complètes, en fait. Les personnes que je rencontre, il n'y a plus de hasard qui existe, en fait. Et pour moi, ça, c'est grâce au fait d'émaner, en fait, ma signature vibratoire originelle. C'est ça qui fait que les personnes me voient. Te présentes-tu comme un canal, un médium, un guide, ce qui est beaucoup plus moche, un coach? Non. Comme je disais à Alain au tout début, en fait, bon, pour moi, me définir avec un rôle, il y a quelque chose qui restreint, qui pose une étiquette, ce qui n'est pas du tout ma tasse de thé. Et comme je vous le disais, pour moi, je vois beaucoup le cercle avec l'horizontalité et le fait que chacun de nous, on joue notre partition, en fait, dans un grand orchestre ou la pièce de puzzle unique pour un puzzle. Donc, par rapport à ça, je me vois vraiment comme ce que je disais, un témoin et une force de proposition. Après, il y a aussi la qualité des informations que je capte et que je diffuse. Mais ça, j'ai pas tellement trouvé le nom pour le qualifier, en fait. Okay. Parce que je ne vais pas me considérer comme un guide, je ne vais pas me considérer comme un enseignant, pas non plus comme un canal, parce que c'est plus vaste que ça, en fait. Donc, je n'ai pas le mot pour le moment. Peut-être qu'il faut l'inventer. Dernière question, après je vais repasser la main, si je puis dire, à Alain. Tu parles beaucoup du divin. Qu'est-ce que le divin pour toi? Est-ce quelqu'un d'extérieur? Est-ce que l'on pourrait dire finalement que tu peux être Dieu toi-même, hein? Pourquoi un autre divin? Ok. Alors non, pour moi, Dieu, il n'est pas à l'extérieur de moi. Donc, je suis issue d'une famille qui était athée, voire même anticléricale. Donc, j'ai pas, bien sûr, j'ai été élevée dans un environnement judéo-chrétien, mais j'ai pas
eu toute l'éducation, toute une éducation et une formation religieuse en fait. Et pour moi, l'accès au divin, il s'est fait par la transcendance, c'est-à-dire par des états en moi transcendants, que ce soit avec le déferlement de la puissance de la Kundalini spontanée en 2013, hein, qui a commencé en 2013, ou que ce soit par des états de grâce, des états d'extase et des états de reliance à des parties de moi bien plus vastes que ce que j'étais personnellement. Et c'est des moments en fait internes de jonction que j'ai vécu comme des jonctions internes, des fusions entre à travers mon corps et à travers ma psyché avec quelque chose de beaucoup plus grand. Donc ça se passe à l'intérieur. Et en moi, comment ça se vit au quotidien? Ça se vit par des états de reliance profonde, un dialogue intérieur que j'arrive à générer si comme tu aimes bien ce mot, si je suis dans la disposition. C'est-à-dire que si en surface, je suis occupée à faire plein de choses, à m'agiter à droite à gauche, et que je n'accorde pas de temps vraiment à cette reliance au divin, les journées peuvent passer et puis je le vis pas en fait. Mais par contre, dès que je me positionne correctement et que je m'y consacre, la reliance vient tout de suite et là, je peux changer d'état de conscience, de fréquence et avoir accès à l'information qui n'attend que moi quelque part. Ce que tu fais et ce que tu apportes aux autres m'est très clair. Ce qu'il est moins, c'est pourquoi j'ai posé la question, c'est la référence à ce Dieu extérieur qui me semble absolument pas nécessaire. Hein. Simplement, ce dépassement de soi permet de retrouver cette part de soi qui est divine, en effet, d'autant plus reliée aux autres, parce que sans autres, on n'est rien. Mais ce dont je pourrais avoir peur pour les gens qui t'écoutent, ce qui est sans doute idiot, hein, c'est à la fois de les perdre pour en effet ceux qui sont anti-cléricaux, avec cette référence à Dieu, voire à Jésus-Christ, qui peuvent être des étapes, hein, mais pas forcément nécessaires. Hein. Ce que l'on voit très bien dans ton livre, hein, que j'ai dévoré. Hein. Cool. Il ne le connaît pas, là, le monde si on peut le voir. Merci C'est très bien. C'est comment, en fait, le fait que tu sois déesse d'Isis à un moment, apôtre ou compagne de Jésus-Christ à un autre moment, ne sont jamais des finalités, hein, mais des étapes, en fait, pour arriver, en effet, à être toi-même dans cette position propre qui permet aux autres de s'exalter. Donc, juste pour revenir au début, hein, cette référence à Dieu et à Jésus-Christ m'apparaît pas forcément utile et peut-être pour certains un peu même contre-productive. Est-ce qu'on peut séparer religion, spiritualité et énergie, qui me paraissent ces trois parties d'un même tout qui est présent dans nos esprits, mais qui me semble pas très juste. La religion me paraît un amalgame d'autres choses. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ouais, en ce qui me concerne, le rapport au divin, alors j'emploie pas souvent Dieu quand même, mais le rapport au divin, ça le divin, je l'emploie beaucoup, c'est tout ce qui est le rapport à la transcendance en fait. C'est-à-dire, c'est les moments où en fait je vais me sentir pleinement investie de ce que j'appelle la présence, la conscience et la puissance. Donc c'était le titre en fait du moment de ce soir, de la causerie de ce soir. Et en fait, c'est pour moi, la reliance au divin, c'est ça. C'est les moments où je sens que simultanément sont exaltés et sont aiguisés et correctement câblés, on va dire, la présence, que je disais tout à l'heure, la présence, c'est-à-dire l'attention à tout ce qui est là. La conscience, c'est-à-dire avoir une intention claire, la plus juste possible, et la plus, enfin, chez moi, j'aime beaucoup qu'elle soit la plus globale, en fait, qui va prendre en compte le plus d'informations pertinentes à un moment donné, et la puissance qui va permettre d'aller générer des formes sur ce plan,
parce que c'est aussi ça pour moi la reliance entre l'humain et le divin, c'est comment nous, depuis notre échelle humaine, on va aller créer des formes de qualité et viables sur Terre. Et en ça, pour moi, c'est être un humain qui est le relais du divin, en fait, dans la continuité fractale du mouvement de la vie. Alors que là, actuellement, l'être humain est souvent plus soit en utilisation, en surutilisation ou en destruction, en fait, des formes du vivant. C'est comment nous repositionner pour aller générer des formes viables. Pour moi, ça, c'est l'utilisation correcte de la puissance. Et en fait, c'est ces moments-là que j'appelle une restitution du divin dans l'humain. Les références à religieux, ou les mots religieux, spiritualité ou Dieu, je ne crois pas les avoir employés ce soir comme tel. Ce n'est pas tellement dans mon vocabulaire, en fait. Ce qui revient souvent, c'est le mot divin, en effet. Mais, divin, ouais. Mais par extension, les gens pourraient entendre relatif à Dieu. Oui, bien sûr. Mais en fait, je pense que pour moi, il y a une impasse, en fait. Une des impasses où se trouve l'humanité actuellement, c'est un endroit qui est arrivé d'un excès de matérialisme et de nihilisme, en fait, dans nos sociétés. Et retrouver la connexion à la transcendance, au sens, à l'idée d'une grande intelligence globale qui prend soin, en fait, du vivant. Pour moi, c'est un soutien, en fait, et c'est nécessaire. C'est pour ça que j'emploie ces termes. Ok. Et alors, selon toi, est-ce que cet accès au divin se fait par quelque chose qui vient sur nous, c'est un mouvement descendant, ou c'est plutôt un mouvement qui est ascendant par le franchissement d'un certain nombre de paliers qui vont libérer la route, qui vont permettre justement de vibrer hors de la matière pour se connecter à une autre forme de réalité? Okay. Alors, par rapport à ça, je pense qu'il y a les deux sont vrais et il y a encore bien d'autres accès. En fait, le divin, l'accès, il est partout. Dans ma compréhension, en fait, nous, en tant qu'humains, on a des compréhensions qui sont très, très limitées, et notamment par le fait que notre cerveau, c'est un cerveau qui est branché essentiellement sur les neurones, qui sont binaires et linéaires. C'est-à-dire que c'est un système qui fait oui, non, en fait. C'est un système électrique qui est, même si après, il y a plein de combinaisons qui vont faire que ça modèle des modèles sophistiqués, ça reste quelque chose de très binaire et qui a un filtre très fort sur nous, qui fait qu'on a un modèle oui, non. Alors que la réalité, c'est pas oui, non, c'est souvent oui et oui. Et c'est des choses plutôt qui vont être simultanées, alors que nous, depuis notre cerveau limité, ça nous semble contradictoire. Et donc, effectivement, l'accès au divin, alors, il va pouvoir se faire par une ouverture de la couronne avec un moment de grâce. Il va pouvoir aussi se faire par le franchissement des paliers dont tu parles. Si tu veux, en fait, il y a plusieurs choses. C'est-à-dire que pour avoir un accès spontané, momentané au divin, ça, je pense que n'importe qui peut le vivre pour peu qu'il se trouve dans son moment, en fait. Hein. Après, tout le travail de l'énergie de Kundalini qui petit à petit va aller clarifier les canaux internes et puis toute la structure. Bon, ben, par exemple, chez moi, donc ça s'est passé chez moi du bas vers le haut. Ça a pris des années, en fait, le temps que ça circule partout, que ça régénère, que ça travaille, que ça clarifie. Ça a aussi été un endroit qui m'a relié à plus d'accès à l'information directe. Mais ça a pris du temps. Il y a une autre manière de le voir. Pour moi, si tu veux, cet accès au divin, il va se faire aussi si correctement je me branche à l'intérieur. Maintenant, je peux générer des hormones en moi qui vont en fait squeezer le neuronal, me faire aller dans l'astrocytaire et immédiatement, en fait, l'accès, il est ouvert donc, par l'intérieur, par les hormones. En fait, on a plein de chemins. La spirale aussi, dont je parlais tout à l'heure, il y a plein de mouvements par le corps, en fait, où on va pouvoir, par l'onde de forme générée en spirale, aller se relier au champ du vivant, au champ du divin. Et
En fait, je pense qu'il y a vraiment énormément de chemins pour passer dans ces états de transcendance. Il y en a beaucoup. Et alors, ces chemins, est-ce qu'ils sont identiques ou, par exemple, le chemin qui va être généré, on va dire, au niveau du premier chakra, va nous faire connecter à certaines choses et pas à d'autres, et pour les chakras suivants, ainsi de suite, ou est-ce qu'on a accès à la totalité? Alors, moi, j'ai ma réponse un petit peu, et puis on a Christiane qui nous dit connexion à la nature, au vivant, à la terre, c'est ça le divin. Alors, moi, personnellement, ça me paraît plutôt une connexion à un certain niveau, pas forcément à la totalité. Alors, je ne sais pas si Christiane veut intervenir ou si tu as une réponse, Véronique. Ben, pour moi, en fait, on a énormément en ce qui me concerne, les différentes expériences de transcendance que je vais pouvoir vivre, c'est jamais les mêmes on n'est pas dans la répétition. On est, enfin, du point de vue qui est le mien, quand on est dans le mouvement de la vie, en fait, la vie, elle évolue, elle veut jouer à des nouveaux jeux, elle veut explorer, à travers nous, et nos états de présence, conscience et puissance, elle va aller comme ça s'aventurer dans des domaines qu'elle ne connaît pas. Donc, en ce qui me concerne, quasiment à chaque expérience transcendante que je fais, c'est une nouvelle expérience que je fais, c'est jamais la même en fait. J'ai pas eu l'impression de reproduire 2 fois ces expériences. Et parfois, ça va se passer, effectivement, ça va pouvoir être un état à travers un état de communion, dans une contemplation d'un moment parfait dehors de la beauté. Et donc, ça va être teinté de ça. Parfois, au contraire, ça va être un effort intense qui va avoir stimulé mon corps et qui va faire qu'à un moment, il y a une expansion de tous mes corps et ça se dilate et ça peut partir dans toutes les galaxies, etc. Il y a d'autres moments, ça va être en me perdant dans le regard de quelqu'un avec qui je suis en échange de regards pendant de longues minutes. Et ben, clac, soudain, hop, on sort du monde et puis il y a quelque chose d'absolument sublime qui se crée. En fait, il y a énormément d'expériences. Tout un terrain qui est sous-exploré en fait chez nous actuellement, mais qui est d'une vastitude infinie, hein. Peut-être faire un tour des participants pour voir les questions qui émergent. Allez, allons-y. Oui, bonsoir à tous. En fait, ce qui est venu là, c'est j'ai fait la connaissance il n'y a pas très longtemps des peuples racines colombiens, les Kogi et les Iku, et j'ai pu vivre en connexion dans un cercle avec une sage-femme de ce peuple-là. Et ce que j'ai ressenti aussi avec eux, ça n'a fait que renforcer vraiment ce lien avec la nature. En fait, c'est la nature qui les guide avec une connexion beaucoup plus en lien avec la nature cosmique pour les hommes chez eux et avec la nature, pour le coup, très en lien avec la terre, les éléments pour les femmes. Et c'est vraiment cette harmonie entre l'homme et la femme qui s'incarne dans ce respect de la nature et dans cette connexion intense avec la nature et très respectueuse qui construit une harmonie du couple humain qui va dans le même sens, ce qui fait que ce couple-là permet d'avoir une connexion avec la nature dans son ensemble, aussi bien cosmique que terrestre. C'est pour ça que la notion à Dieu me gêne pas tellement, parce qu'on est quand même ce corps-là, on peut connecter le tout, mais le tout, c'est quand même fait de tout le reste, qui n'est pas rien quand même dans la matérialité. J'ai du mal à en faire une abstraction complète, quoi, hein. Il y a tout cet air, toute cette eau, tout ce végétal, et après la connexion avec l'invisible, quoi, en fait, hein. C'est dans ce sens-là où je pense que on pourrait résumer le divin à une connexion très intense et très harmonieuse avec la nature et du coup avec notre propre nature quand on est à l'écoute de la nature extérieure d'abord et qu'on est capable de la reconnecter à notre véritable nature en fait. C'est toujours un échange en fait entre notre véritable nature telle qu'on la ressent, telle qu'elle elle s'harmonise en nous et ce qu'on peut connecter au-delà par nos corps plus subtils. Alors, cette description, c'est un peu la partie féminine que tu décris, mais est-ce qu'il ne manque pas justement la part masculine
Bah, qui est alors, chez les peuples, qui est connecté à un autre niveau, on va dire très haut. chez les peuples racines, effectivement, c'est cette partie qui s'intéresse à la partie, comment dire, beaucoup plus cosmique, hein. Eux, leurs chamans, ils sont enfermés, ils étaient, parce que ça s'est un peu réduit d'après ce qu'on nous a dit, ils étaient enfermés 18 ans dans le cœur, parce qu'ils étaient quand même en contact avec pendant 18 ans, ils étaient dans le noir en train de capter, de sentir le cœur de la Terre pour pouvoir ensuite en sortir et avoir des dispositions qu'ils allaient pouvoir mettre au service du village, de la communauté, et qui étaient de l'ordre. Ben là, j'imagine, hein, je suis un peu dans une espèce comment dire, de sensation de ce qui a pu se passer pour eux, d'une connexion avec justement le cosmique, et qui, du coup, ils reçoivent des informations qu'ils pouvaient transmettre aux sages-femmes, parce qu'en fait, c'est vraiment dans ce sens-là, hein. Il y a vraiment un lien entre l'homme et la femme qui s'incarne dans une véritable nature. Moi, ça a été une dynamique clé de ce que j'ai ressenti de la part de cette femme Kogi. Et ça a mis aussi en évidence pourquoi il y a un désordre tel chez nous en termes de communication entre l'homme et la femme, très clairement. Alors, on parle de communication et quand on connecte à la Terre, comme tu le décris, ou au cosmique, qui est-ce qu'on a au bout du fil? Bah, là, je reviens à ce que dit Véronique, hein, c'est mêmes types de sensations, hein, ça pétille, on sent les circuits qui s'ouvrent, on se sent connecté, je me sens connecté au vivant, et à partir de là, ben, la vie est plus la même, quoi. C'est un voyage intérieur? Le voyage intérieur, il peut se faire pour aller capter cette énergie et il se fait aussi après. En fait, c'est pas tellement séparé. C'est un voyage permanent, mais c'est vrai que c'est pas tout le temps. Il peut y avoir des moments où bah, c'est genre basique, terre à terre, la vie un peu lambda. Et puis, il y a des moments sans trop savoir. Là, moi, j'ai eu une réouverture. J'avais perdu un peu la connexion. C'est revenu un peu hier. Et là, à l'écoute de Véronique, ça a été dynamisé. Oui, je crois qu'on a rechargé les batteries là ce soir. Il y a un niveau Oui, énergétique carrément. C'est intense. ça, c'est ça, c'est ça. Est-ce que tu souhaites réagir, Véronique, par rapport à ces propos, apporter ton éclairage? Bah, déjà, salut Olivier. Salut, Véronique. Et merci pour ton partage. Euh, Bah pour moi, on a à apprendre de tous les témoignages qui existent. Donc, ben, voilà, Olivier, il nous fait part effectivement que là, lui, il a un témoignage qui l'a touché et qui lui a fait prendre conscience de choses importantes pour lui et voilà, qui s'est approprié. Et effectivement, bah, les cas d'expérience ne sont pas les mêmes dans une forêt colombienne et puis en France actuellement, ça c'est sûr. Et que des désordres entre les hommes et les femmes relationnels et puis en termes de peur, ben oui, on est les héritiers et de drame, on est les héritiers de ça. Et pour moi, un des grands défis, c'est de trouver les voies de pardon véritable, de réconciliation et puis de danse entre les hommes et les femmes, de danse pour le vivant en fait, hein, vraiment d'aller s'associer plutôt que jouer à se quereller. Là, il y a vraiment un enjeu important pour la qualité et puis la viabilité en fait de notre espèce sur Terre. Hein. Je pense qu'effectivement cette réconciliation, elle est, ben, en fait, il faudra bien la vivre. J'espère le plus vite possible. Euh, Moi, je peux témoigner de mon vécu qui n'est pas celui de la guerre avec les hommes et tout va bien. Ben, oui, j'entends quand même beaucoup d'échos autour de moi de questionnements à ce sujet-là et de beaucoup de prédation en fait qui est encore très 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 présente tant de la part des hommes que de la part des femmes, même si bah, il y en a voilà ça va pas se présenter de la même manière, etc. Mais en termes de manipulation et de volonté de pouvoir sur l'autre, c'est vrai que actuellement c'est encore quand même très très présent dans nos sociétés. Alors que je peux comprendre qu'une société communautaire comme celle qu'il décrit, ben, en fait, c'est d'autres dynamiques en fait qui sont vécues. Est-ce que tout ça, c'est pas aussi une somme de vécu expérientiel dans l'objectif de découvrir et d'apprendre pour évoluer?
même si ces choses sont un peu sombres, un peu noires, même si elles sont pleines de blessures, de traumatismes? Est-ce que l'objectif, c'est pas de vivre l'expérience pour avancer à un niveau plus bas? Ok. euh, Bah, de mon point de vue, ce dont je peux témoigner et ce que j'ai fait explorer longtemps dans les cercles avec mes différents niveaux de palier, en fait, c'est vraiment une question de à quel jeu on veut jouer. Hein. Tant qu'on veut jouer au psychodrame et ce qu'on appelle le triangle de Karpman, victime, bourreau, sauveur, échanger les jeux à tour de rôle, tant que ça nous procure des bénéfices secondaires, de l'adrénaline, l'impression d'être vivant parce qu'on rejoue les drames perpétuels, rejoignons-le. Mais tant qu'on fait ça, en fait, on n'est pas disponible à autre chose. Donc, de mon point de vue, moi, j'accepte complètement que les gens ils jouent à ce qu'ils veulent. Mais moi, je sais que c'est plus mon jeu. Donc, pour moi, il y a vraiment une décision qui a été prise de changer de plateau de jeu, de changer de qualité d'expérience avec les autres. Et en fait, la prédation, elle n'existe plus dans ma vie actuellement. C'est sorti, en fait. Le positionnement, il a été tellement clair en moi que ça m'est plus proposé, en fait, ce type de relation. Et quand bien même quelqu'un arriverait porteur de ça, en fait, je le vois tout de suite. Et puis, je lui dis tout de suite, mais en fait, moi, je joue pas et ça s'arrête. Donc, je crois qu'il faut vraiment se rendre compte qu'on est complètement au centre de notre expérience et selon le jeu auquel on décide de jouer et qu'on va considérer comme important, ben, en fait, on va jouer à ce jeu-là. Donc, effectivement, si tu dis que tu considères que on doit y être parce qu'on doit y apprendre des choses, parce que c'est le terrain qu'on évolue, ben, ok, il t'est servi ce jeu-là. En moi, il y a vraiment une étape de renoncement en fait, à un certain nombre de caractéristiques de l'ancien monde. Hein. Donc, en fait, il y a 6 renoncements principaux dans la vision qui est la mienne. Donc, c'est le renoncement au poison, à tout ce qui est toxique, à tout ce qui est de l'ordre du sabotage de soi-même ou de l'extérieur. Le renoncement à l'ignorance, à faire comme si on ne savait pas et donc à se prétendre irresponsable. Le renoncement à la souffrance, hein, du coup avec la proposition de se présenter comme guéri plutôt que comme malade hein, en termes d'identité vibrée. Le renoncement à la guerre, donc lâcher le fait de vouloir avoir raison, mais trouver la voie de l'ouverture et la compréhension que l'autre est complètement différent et que c'est très intéressant et que j'ai pas besoin d'avoir raison pour exister. Renoncement à la séparation qui va permettre d'arrêter de se croire seul au monde et d'avoir l'impression que les autres ne sont que des miroirs de soi, mais plutôt d'entrer dans l'ère de la possibilité d'une véritable rencontre sur la base de la résonance et des harmoniques et non pas depuis juste un principe d'utilisation de l'autre comme un objet. Et le dernier renoncement dans les titres, c'est renoncer à l'illusion, c'est-à-dire essayer de se rapprocher au maximum d'un espace de constance vibratoire et de réactualisation très fréquente, mais en fait qui correspond aussi au changement quantique. En fait, en vérité, ça se passe tout le temps, mais on ne s'en rend pas compte depuis nos cerveaux. Mais déjà, consciemment, même depuis où on en est, réactualiser régulièrement son système de croyances, son jeu et renouveler, en fait. Et tous ces renoncements-là, en fait, ça fait que c'est un autre jeu qui se joue. Il y a une autre qualité de vécu qui arrive. Et c'est un endroit très évolutif, mais qui n'est pas celui du drame. C'est un autre endroit, en fait. Ok. Alors, juste pour précision, ce que je t'ai proposé comme réflexion, c'est pas ma manière de voir la vie. Oui. Simplement, est-ce qu'on n'est pas en train de changer de paradigme au niveau de l'expérience terrestre, de sortir d'un état d'opposition, de dualité, de combat, pour rejoindre quelque chose de plus commun? Beaucoup de gens parlent d'un chemin vers l'unité. Ça dépend des choix de chacun, en fait. En fait, comment on va se positionner, en fait, c'est un prolongement un petit peu de ce que je disais juste avant. Selon le choix que je vais faire de me positionner depuis ma conscience, ma présence et ma puissance, c'est-à-dire ce que je vais vibrer du jeu auquel je veux jouer, des relations que je veux avoir, de comment je me présente aux autres et de ce que je valide et reconnais sur moi-même, sur le réel et sur les situations que je vis,
tout ça, ça va décider en fait de mon évolution. Ça va décider de dans quel monde je vais. Moi, la vision du monde qui est la mienne actuellement n'est pas du tout celle d'un monde linéaire où on va tous ensemble. En fait, on est tous ensemble et on est tous dans le même train et on avance tous dans le même train. C'est pas du tout comme ça que je le vois. Pour moi, en fait, à chaque fois que je me positionne, que je fais un choix, que je prends une décision, je bascule en fait sur un décor qui est quasiment le même et qui n'est pas le même, avec la résonance de personnes qui sont dans un choix qui est en adéquation avec ça. Ce que je veux dire par là, c'est que nous tous qui sommes là, on va avoir un certain nombre de visions communes, donc peut-être qu'on va aller ensemble dans une partie d'expérience, et puis il y a d'autres endroits, en fait, les résonances, elles vont s'éloigner, et ça va partir comme ça dans plein d'espaces-temps multiples. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une part de moi qui ne croit pas du tout qu'il y a un monolithe, en fait, qui peut évoluer. Il y a un potentiel évolutif énorme en ce moment, vu les mouvements d'ouverture de conscience, d'éveil de certaines formes d'intelligence, d'accès à des connaissances. Donc, il y a une proposition qui est faite de l'univers. Mais après, selon les choix des uns et des autres, et puis par rapport aux résistances, par rapport aux bénéfices secondaires à rester dans l'ancien, par rapport à la peur aussi, par rapport à tout ce qui est la survie ou la pulsion de mort et d'autodestruction, en fait, c'est des batailles intérieures, quoi. Et je pense que chacun va aller à l'endroit où il va avoir décidé par rapport à ses rapports de force internes, par rapport à sa maîtrise, par rapport à sa reliance, il va aller vers l'endroit qui lui correspond, et où qu'il aille, il trouvera autour de lui des situations, des êtres avec lesquels jouer à un jeu. Je ne sais pas si c'est clair ce que je vous ai exprimé. Alors, moi, ça me fait penser à la pensée créatrice, en fait. C'est-à-dire que mon esprit est orienté sur une certaine disposition, je vais générer de la tristesse, de l'angoisse, de la peur, et en fait, ça va me faire vibrer pour aller dans une direction et je vais accéder par résonance à ces vécus-là. Je vais y être confronté. Alors, il y a ça, il y a la question de la pensée, mais pour moi, si tu veux, la pensée, dans ma manière de comprendre actuellement, elle est complètement associée au cerveau neuronal, c'est-à-dire à quelque chose de binaire et d'assez restreint, et avec une espèce de volonté un peu forcée, un peu construite sous forme de projection, etc. C'est comme ça que je le comprends. Et c'est pas exactement comme ça que je le vis et que je le vois. Je le vois plus en termes de vibrations émises par l'ensemble de nos corps, en fait. Au-delà de la pensée qui dit « je veux ça », il y a ce que je vais vibrer en termes de désir exprimé par mon corps, par mon émotionnel, par ma posture, en termes de croyances qui pèsent sur moi, en termes d'enchaînement que je vais avoir si je suis sur le référentiel au passé, si je suis sur toutes les loyautés, etc. Et c'est bien au-delà de la pensée, en fait. Pour moi, la pensée, si tu veux, c'est une partie, mais c'est une partie émergée de l'iceberg tant qu'il n'y a pas eu ce qu'on avait vu tout à l'heure avec les 3 foyers de l'alchimie, là, tant qu'il n'y a pas une forme de libération, en fait, de nos forces par rapport à nos forces inconscientes. Donc, on n'est pas arrivé à une certaine vraiment maîtrise de soi, connaissance de son individualité, de ses failles. En fait, la pensée créatrice, la puissance, elle n'est pas du tout dévolue à cet endroit-là. Donc, c'est beaucoup plus vaste, en fait. Le positionnement, pour moi, il est beaucoup plus vaste que juste mental. Alors, quand je parle de pensée, je ne parle pas forcément mental. Pour moi, la pensée, elle émane pas du cerveau, elle vient d'ailleurs. Le cerveau, c'est qu'une espèce de machinerie qui distribue l'information, mais je pense qu'elle est au-delà dans une dimension non physique et qu'elle s'inscrit dans le corps et à travers le corps dans les actes et les interactions. Ben oui, c'est ça, c'est que c'est aussi toujours intéressant quand on est avec un interlocuteur, c'est quand on prend un mot, est-ce qu'on parle de la même chose? Et donc, ça va nous demander à chaque fois de préciser, et plus on se connaît, plus on communique, plus on discute, plus on peut se mettre d'accord.
Et ça me renvoie sur quelque chose de vraiment important que j'avais à cœur, dont j'avais à cœur de vous parler. C'est la capacité qu'on a en tant qu'être humain de se syntoniser les uns avec les autres et donc d'aller à une forme d'échange d'informations qui n'est pas juste verbale, mais qui est par une mise en phase, en fait. Mise en phase, mise en résonance, depuis l'endroit qui se passe essentiellement dans le cœur, qui est qu'à un moment, quand on se reconnaît assez en confiance en fait avec un autre, il y a quelque chose, nos antennes au niveau du cœur qui peuvent s'ouvrir et se mettre en phase et un échange d'informations comme ça qui se fait et qui permettra notamment d'aller dans le même bateau vers la prochaine destination. Pour moi, c'est un des grands espoirs que j'ai pour les humains. C'est quand les humains vont reconnaître cette qualité-là, en fait, qu'on fait en permanence, mais souvent à notre insu et malheureusement, c'est souvent de la propagande qui fait ça, ou alors même, par exemple, des foules peuvent vivre ça. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu l'expérience de ce que c'est qu'une foule. En fait, tous ces êtres humains qui se sont syntonisés, qui deviennent une méga forme, en fait, hein, une méga entité, quoi. Donc ça, c'est des gens qui sont en complète syntonisation. Et pareil, la syntonisation, c'est comme ce que tu dis sur la pensée, en fait. Elle ne se passe pas au niveau du cerveau, elle se passe vraiment par le déploiement de toutes les ondes spirales autour de nous qui vont aller se rencontrer et faire sens, en fait. Alors, et si tu parles de pensée créatrice, comme tu en parlais, donc pour moi, si tu veux, la manière dont tu en parlais, c'est ce que je parlais de l'accès au divin, en fait. oui, voilà, c'est un petit peu ça. Mm. C'est ce qui. Alors, je pourrais donner un petit exemple rapide en pensant à une personne que quelques-uns ici présents ce soir connaissent, qui avait un gros souci avec les chiens, qui se faisait poursuivre et agresser par les chiens à chaque fois qu'elle en croisait. Et puis, après un gros travail de nettoyage et d'élimination, ce problème a disparu. Donc, on ne peut pas soupçonner les chiens d'avoir fait des séances de thérapie pour éliminer ce problème-là. Et donc, c'est quelque chose qui s'est passé à l'intérieur de la personne. Il y a eu une élimination de quelque chose, il y a eu un renouveau, une réorientation vers une autre chose qui a fait que la pensée créatrice, entre guillemets, oriente la personne vers maintenant un vécu qui exclut l'agression des chiens à son égard. Oui, oui, ça lui a permis d'enlever cette hypothèse en fait de son champ de possible, quoi. C'est ça a disparu. Donc, c'est ça que j'exprime en parlant de pensée créatrice. Ok, merci, ouais. Merci de préciser. Voilà, est-ce que quelqu'un d'autre… Alors, il y avait une… Alors, toujours, c'est Olivier, hein, Christiane. Il dit le réseau astrocytaire est l'incarnation et, entre guillemets, on n'est pas intelligent tout seul. Ok. Voilà. Alors, la connexion dont tu parlais tout à l'heure, là, tu parlais à l'instant d'une espèce de connexion avec des différentes parties de soi, que ce soit, je sais pas à quel niveau tu le situes au niveau de la tête, peut-être ce qu'on nomme le troisième œil, le cœur, le chakra du cœur, et peut-être d'autres parties. Et le fait d'assurer cette connexion va générer beaucoup d'énergie. C'est une création d'énergie qui se produit. Ton opinion, tu peux avoir une opinion différente. Si je me plonge en moi j'étais en train de checker en moi, alors par où ça passe. Je crois qu'en moi, les moments, par exemple, de dilatation, tu vois, où il y a vraiment la présence qui va émaner et qui va pouvoir aller pulser, etc. En fait, je l'ai mis, je crois, dans mon livre sur Marie-Madeleine. En fait, pour moi, il y a toute la puissance, elle est vibrée, en fait, depuis le bas, depuis le premier foyer. Donc, on va pouvoir correspondre au premier, deuxième, troisième chakra, en fait. Ça, c'est vraiment la vibration, en fait, de la puissance, du coup, qui va être connectée à la Shakti, connectée à la pulsation de la réjouissance, du oui à la vie, de l'acceptation de l'incarnation. Donc ça va aller vibrer cette force-là, cette force qui est à la fois brute et qui en même temps est un feu de joie. Ça, c'est la première. Après, au niveau du cœur, en fait, c'est l'amour qui va être émané avec la présence. Donc là, qui va aller proposer tout ce qui est la bénédiction, la communion, aller générer de l'harmonie, en fait, tout autour. Donc ça, c'est vraiment l'émanation au niveau du cœur, de la présence. Et après, tout ce qui est au niveau de la tête, au niveau du crâne et au niveau du cerveau astrocytaire. Donc là, c'est la conscience, en fait, qui va pouvoir aller
rayonner en fait. Et elle va aller nous connecter au grand champ d'information directement. En fait, par les spirales, elle va aller nous connecter à l'information qui nous correspond. Elle nous permet de nous syntoniser sur l'endroit unique qui nous correspond. Alors, ça va permettre en fait, de libérer énormément de mémoire. Moi, j'ai de moins en moins de mémoire, par exemple. J'avais une excellente mémoire. En fait, elle est de plus en plus buggée parce qu'en fait, j'en ai pas besoin. Parce qu'il y a l'accès direct en fait, à ce que j'ai besoin dans l'instant. Alors, au début, c'est déroutant. Et puis, après, en fait, on s'habitue. Et donc là, c'est au niveau du rayonnement, c'est un rayonnement. Donc, chez moi, c'est ces 3 endroits-là, en fait. Et donc, c'est des dynamiques différentes. Mais il y a quand même, pour les 3, cette interaction avec les grands champs au niveau de l'énergie qui se déploie et c'est une antenne dans les 2 sens, en fait. Donc, qui à la fois se déploie, envoie l'info et puis la capte. Et ça danse. Est-ce que quelqu'un a une question à poser? Il y en avait une de Marie-Claire, je ne sais pas si tu as lu, Ah non, je ne l'ai pas vu passer. qui demandait le rapport au taoïsme avec l'intitulé de la conférence d'aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un rapport avec le taoïsme? Est-ce que présence, conscience, puissance est proche du taoïsme? Je n'ai pas de formation en taoïsme, donc je ne pourrais pas te répondre directement. Par contre, dans mon champ, je sens quand même des correspondances, si tu veux, je te montre dans d'autres plans, d'autres lieux, d'autres temps, il y a des correspondances fortes avec cet endroit d'une voie du milieu, d'une voie d'équilibre, qui va être sans cesse dans la recherche de l'optimal, en fait, dans la recherche de l'optimal entre le agir et non agir, entre trouver le moment juste, l'action juste, se laisser imprégner par ce qui est là pour prendre la décision. Donc pour moi, peut-être ça fait, quand je regarde en moi, ça se réfère à la dynamique du Tao. Alors, je ne sais pas si c'est de ça dont tu parles. Je n'ai pas les connaissances littéraires en fait par rapport à ça. Donc l'intitulé, il n'était pas directement en lien avec le taoïsme. Toutefois, en moi, je sens quand même une très forte résonance dans les chants avec cette notion de Tao qui est le juste positionnement en fait à chaque instant et qui se redéfinit en fait à chaque instant. Bon, je connais un peu le taoïsme, mais ce que je peux rajouter, c'est la dimension supplémentaire que tu apportes par la jouissance au Tao lui-même, hein, qui fait tout pour l'éclipser au profit d'atteindre un rien, etc. Donc tu as une approche beaucoup plus vivante et pulsionnelle. Mais c'est vrai que pour moi, l'aspect vraiment de la vie, d'accepter pleinement d'être là, d'être incarné et de vivre ses sens, sa sensorialité, sa sensualité, sa sexualité, ses sentiments, et aussi donner du sens à la vie, ça me semble vraiment une voie qui va améliorer la qualité de notre vécu sur Terre, qui va améliorer la joie, qui va améliorer le plaisir d'être ensemble. Alors, j'ai appris un nouveau mot aujourd'hui. J'ai promis à l'ami qui me l'a confié que j'allais le placer. Ça y est, c'est le moment. Et en fait, ça ne va pas être juste un plaisir hédoniste pour autant, qui est juste de l'instant, et puis qu'après, qui se dissipe et qui n'existe plus, mais un plaisir, écoutez-moi bien, eudémonique. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce mot, je l'ai appris tout à l'heure. Et en fait, c'est magnifique ce mot parce qu'il est exactement en résonance avec quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. En fait, c'est le plaisir qu'on a de se consacrer à une œuvre à long terme, à se consacrer à ce qu'on sent qui nous anime, qui nous correspond, et dont on voit en fait qu'on fait correctement son job, qu'on est en train à la fois de semer et de récolter. Et en fait, ce plaisir-là, il est aussi ramené au fait d'être vivant et au fait d'être en mouvement. Alors, je viens de mettre la définition Wikipédia de l'eudémonisme. Ok, merci. Voilà, J'ai même pas eu le temps de le regarder, moi.
Doctrine philosophique posant comme principe que le bonheur est le but de la vie humaine. Le bonheur n'est pas perçu comme opposé à la raison, il en est la finalité naturelle. Voilà, c'est Wikipédia qui nous dit ça. Ok. Ben là, ouais, il y avait aussi vraiment la dimension de la consécration, en fait, à quelque chose qui a du sens et quelque chose qui est global par rapport tu vois, à un plaisir qui serait purement hédoniste, c'est-à-dire de quelque chose qui à peine est vécu, il est dissipé, en fait, et voilà. Là, il y a aussi l'idée d'un engagement et d'une consécration aussi pour plus grand. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que dans mon cœur, ça vibre. Alors, on a parlé à plusieurs reprises de ton livre, hein, de la voix de Marie-Madeleine. Voilà, donc je l'ai lu également, Thierry aussi, et on en a parlé un petit peu avant le début de la conférence, et c'est un livre qu'on a vraiment dévoré tous les deux. Alors pour moi, la première fois que j'ai connecté avec ce que j'appelle le champ de conscience des Madeleines, j'étais en Auvergne, en Haute-Loire, sur une colline sur les monts de la Madeleine, près d'une chapelle, et je me suis allongée sur l'herbe et puis pour me faire un petit repos, et en fait, ma conscience a été emmenée, descendue à l'intérieur de la terre. Et je me suis retrouvée dans une grande cavité avec des grands êtres qui ont commencé à me parler et me dire, nous sommes les Madeleines et voilà, on a envie de communiquer avec toi. Et donc, c'était très beau, c'était très fort. Je suis sortie de là en état modifié de conscience et de présence. J'étais complètement expansée et a commencé une aventure avec le champ de conscience de Marie-Madeleine à partir de ce moment-là, que j'ai expérimenté de plusieurs manières, donc avec des incorporations de son énergie en certaines occasions. J'ai pu me sentir investie en fait par cette énergie transcendante, christique, féminine qui pouvait bénir des lieux, qui pouvait guérir des hommes, qui pouvait faire monter un taux vibratoire en quelques instants. Donc j'ai eu toute une succession d'expériences donc en canalisation et en incorporation. Donc ça, c'était assez intéressant pour moi à vivre. Et suite à ça, il y a eu la demande en moi d'écrire un livre. Et au début, j'étais un petit peu gênée, n'ayant pas de culture catholique, et puis voyant que c'était quand même un archétype et puis même un égrégore du côté de l'Église catholique qui était quand même assez compliqué, pas forcément bien vu, pas bien compris, et puis avec beaucoup de casseroles, quoi. Et puis aussi il y avait aussi beaucoup de gens qui faisaient des recherches, qui avaient des visions très précises, qui se disputaient au niveau historique. Alors moi, c'était pas du tout mon truc, donc j'ai rechigné au début. Et en fait, après, le compromis interne qui a été trouvé, donc toujours en reliance avec ce champ de conscience, en fait, il m'a été dit, mais en fait, ne t'encombre pas de références historiques, ne prétends pas faire un livre d'histoire, ne prétends pas coller à quelconque réalité historique, mais fais un roman, écris un roman, et en fait, ce qui est important, c'est la vibration que tu vas mettre dedans. Et une fois que ça a été posé ça en moi, je me suis laissée complètement aller à l'inspiration en fait du livre. Donc je me suis autorisée à toutes les formes en même temps. C'est-à-dire qu'il y a des parties que j'ai faites en canalisation pure, juste en prenant mon stylo et en laissant cette énergie donc m'incorporer et puis me dicter des pensées, des idées. Il y a eu d'autres moments où j'ai raconté ma propre expérience. Il y a eu d'autres moments où c'était issu de rêves. Il y a eu des moments où c'était des réflexions sur des recherches. Et il y a eu des moments où j'ai commencé comme une enfant qui lit une histoire, en fait, j'écrivais et puis je découvrais au fur et à mesure ce qui se racontait. Et en fait, j'ai pris énormément de plaisir à écrire ce livre. C'était une aventure magique pour moi. Et ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est que quand, aux relectures, par exemple, je le découvrais. C'est-à-dire que j'avais complètement oublié plein de parties. Je disais, ah bon, c'est là-dedans. Et ça, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah, ça va fonctionner. Après, ce qui était intéressant pour moi aussi, c'est qu'avant de le sortir, j'étais persuadée qu'il allait choquer les personnes.
que tout le monde, en fait, que personne pourrait aller au bout, que tout le monde, au bout à un moment, s'arrêterait et bloquerait. Et en fait, c'est pas du tout ce qui s'est passé avec ce livre. C'est-à-dire que, alors, j'ai pas eu ni d'éditeur, ni de distributeur, donc il se fait vraiment une impression à la demande, mais il a eu un super bouche à oreille. Donc là, il y a à peu près 2000 exemplaires qui ont été diffusés. Donc finalement, il a vraiment trouvé des personnes en résonance, ce bouquin, sans que moi, je m'en occupe véritablement. De temps en temps, je rappelle qu'il existe, mais sinon, il fonctionne vraiment par réseau de bouche à oreille. Et pour moi, ce qui est sa force, c'est qu'il est en phase, en fait, avec son temps. Il y a énormément de femmes qui se sentent résonner avec l'énergie des Madeleines et pour qui il est précieux, quoi. Il leur apporte des éléments vibratoires qui leur permettent, à leur manière, elles, de se connecter à cette énergie et puis de trouver les formes qui leur correspondent. Donc, c'est ça sa grande force, je crois, à ce livre, c'est qu'il est en phase avec vraiment une demande de ce temps de réconciliation entre les hommes et les femmes, et puis d'archétypes féminins transcendants qui soient à la fois modernes et complets. Alors, on est vraiment happé. Enfin, moi, j'ai vraiment eu ce sentiment-là. Je ne suis pas quelqu'un qui lit des livres d'une traite comme ça, mais quand j'ai commencé, j'ai eu du mal à m'arrêter. Je me suis arrêté parce qu'il était très tard, ou plutôt très tôt le matin. Mais ouais, vraiment, Merci, ouais. voilà. Et puis, il faudrait que j'aille faire un tour à la Madeleine, là où tu es allé, puisque c'est pas trop loin de chez moi. Donc, Ah oui. peut-être il y a d'autres Et cette personnes qui... église, ouais, j'ai vécu des belles choses. Bon, est-ce que quelqu'un est intéressé à questionner, Thierry? Ce qui m'a amusé, c'est le nombre de synchronicités, hein, parce que il y a quelque temps, je ne connaissais pas Véronique. Hein. On a découvert par hasard qu'on est né le même jour. Je ne connaissais pas plus son livre. Là, je l'ai vu apparaître dans un des posts. Hein, et quand je le reçois, mais c'est assez incroyable, hein, parce que c'est donc la vie, si on peut dire, fantasmée ou pas, le mot n'est pas bon, mais écrit par la bouche de Marie-Madeleine, qui est exactement le pendant d'un livre que j'ai écrit moi-même, hein, qui s'appelle Moi, je, Jésus-Christ, où je raconte la vie de Jésus-Christ, écrit comme si c'était de sa bouche, hein, mais vraiment, c'est le parallèle là, entre deux histoires. Donc, c'est amusant, hein, ces formes de c'est même au-delà de ça, pour moi qui connais l'astro, non seulement on est né le même jour, mais on est né à 19 ans, 18 ans d'écart, donc nos nœuds lunaires sont au même endroit, et toutes nos planètes personnelles sont dans les mêmes signes. Donc, la résonance est énorme, en fait. Bien plus que ce que tu en sais pour le moment. C'est super. Hein. Ouais, c'est chouette. Tous ces aspects-là d'énergie, d'alignement de planètes, en fait, toutes ces choses qu'on découvre, on a l'impression que pendant longtemps, on nous a expliqué qu'on était juste de la matière et puis que c'était comme ça. Et puis, on a l'impression qu'aujourd'hui, on découvre qu'il y a des dimensions totalement autres, vibratoires, auxquelles on se connecte de plus en plus et qui seraient notre véritable essence. Tu approuves? Tout à fait. Et Thierry, Thierry qui peut peut-être avoir une position différente. Non, pas du tout. Hein. Je suis complètement dans le même esprit, hein, que tout est relié. On fait partie d'un multiple, voilà, tout en étant séparé et par moment, en effet, hein, parce qu'il émerge de soi, des choses se réagrègent, hein, forment voilà, des nouvelles entités. Donc on est complètement dans un esprit quantique. Hein. Quand Véronique parle de sa pratique, si on peut appeler ça pratique, hein, je vois guère la différence avec le travail que fait un thérapeute quand il est dans un esprit énergétique ou quantique. Hein. Et, il peut y avoir des petites différences de vocabulaire, hein, mais
dans l'ensemble, on fait exactement le même travail. Alors, c'est un petit peu ça, c'est qu'on comment dire, on surfe sur les mêmes ondes vibratoires, mais on a des perceptions différentes, on exprime les choses différemment, mais en fait, on est sur les mêmes phénomènes. Et alors, j'ai Marie-Claire qui demande où trouver ce livre de Marie-Madeleine. Alors, soit on peut le commander auprès de l'éditeur, et donc auprès de l'imprimeur, parce qu'il n'y a pas d'éditeur, je dis des bêtises, l'éditeur c'est moi. Soit on peut le commander auprès de l'imprimeur, et donc là il imprime à la demande et il vous l'envoie, ou alors vous pouvez me le demander à moi directement, puisque j'ai des exemplaires chez moi. Donc en ce cas-là, je peux vous faire une petite dédicace et puis je vous l'envoie, donc il arrivera plus vite qu'avec l'imprimeur. La seule différence, c'est les frais de port. Moi, les frais de port par Colissimo, c'est 7 euros. Et l'éditeur, je ne sais pas s'il est peut-être un petit peu moins cher en frais de port, mais en fait, je ne sais pas où il en est par rapport à ça. Mais enfin, voilà, sur mon site, il doit y avoir le lien vers l'imprimeur. Et puis, il y a un mail de contact. Est-ce que tu peux rappeler le nom de ton site? Alors, mon site, c'est Résonne en cœur. On n'a pas entendu encore aujourd'hui Marie-Agnès Douillet, qui est fidèle parmi nous depuis le début. Et ça m'intéresserait assez d'avoir son regard sur les échanges qui ont été faits jusqu'alors. Alors j'active le son. J'avais pas l'intention d'intervenir, mais bon, puisque je suis invitée gentiment, on va dire. Qu'est-ce que je pourrais dire? D'abord, j'ai été très surprise du langage au départ, parce que j'avais l'impression voilà, d'entendre du russe ou de l'esquimau. Donc ça me parlait pas du tout, mais j'aime bien. En fait, j'aime bien. Et puis, au fur et à mesure, j'ai commencé à comprendre les choses, mais au début, j'avais du mal avec la spirale, avec le cercle qui part en spirale comme ça. Je ne voyais même pas dans l'espace comment ça se passait, quoi. Si c'était virtuel, si c'était des pas de danse. Enfin, et alors, j'attendais, je me dis, il y a bien un moment où je vais réussir à capter ce qui se passe dans ces cercles, quoi. Et puis, et voilà, moi, je trouve ça très agréable. Il y a eu plusieurs choses que j'ai beaucoup aimées, des petites réflexions qui m'ont vraiment parlé sur la mémoire, le fait du coup de la mémoire, parce que ça, je le ressens très fort en ce moment. Bon, j'ai toujours l'habitude que ma mémoire me joue des tours, particulièrement quand je veux citer un nom devant d'autres personnes voilà, que je connais depuis 45 ans et qui ne vient pas au moment où j'en ai besoin. Donc, ouais. Mais là, effectivement, je constate un double phénomène. Je ne sais pas si c'est ça dont tu voulais parler. C'est que oui, il y a oubli. Il y a oubli, je ne sais plus où j'ai posé tel truc, ou je ne sais plus comment s'appelle cette personne. Et en fait, ça m'est apporté au moment où j'en ai besoin. Donc, c'est très reposant, en fait. Enfin, il ne faut pas trop compter dessus non plus, quoi. Mais il y a vraiment un drôle de phénomène que je découvre et que je ne connaissais pas avant. Voilà, du tout. Et comme si, en fait, il y avait une bibliothèque qui était là depuis toujours, qu'on se forçait à mémoriser. On faisait beaucoup d'efforts de répétition, ou alors on se fâchait contre soi parce qu'on n'arrivait pas à retenir. Enfin, voilà. Et donc voilà, c'est un nouveau possible qui est en train de s'ouvrir à découvrir, et ça m'a bien intéressé. Et puis la troisième personne, c'était tu as dit une petite phrase en disant à la fois de la pleine conscience et de la pleine présence. Euh, Moi, j'ai découvert la méditation et je connais Fabrice Midal, en fait. J'ai eu la chance d'être initiée, entre guillemets, un tout petit peu à la méditation que je ne connaissais pas. Et j'ai jamais compris pourquoi il y avait des courants de méditation de pleine conscience et d'autres de pleine présence. Et j'ai jamais compris pourquoi c'était pas compatible en fait. Alors que sincèrement, la frontière, je la vois pas. Donc, j'ai bien aimé ton intervention tout à l'heure en disant c'est à la fois de la pleine conscience et de la pleine présence. Je me suis dit, bon, la prochaine fois que je vois Fabrice Midal, je vais lui en toucher deux mots. Voilà, je comprends tellement. Voilà, donc ces choses-là ont résonné chez moi. Donc je voulais te dire merci. Voilà. Alors, on a d'autres habitués de nos soirées. Levez la main, ouvrez vos micros. Des hésitations?
Alors, si ça vous, j'ai envie de vous proposer quelque chose. Si ça vous déplaît, c'est ta soirée, Véronique. Si tu penses que c'est pas adapté, tu dis non, stop, on fait pas. Euh, je vais vous proposer quelque chose, si vous le souhaitez. Je vous explique ce que c'est. C'est par rapport à ce que tu expliquais tout à l'heure, la connexion donc, avec on va dire le troisième œil, avec le cœur, avec le premier chakra. C'est quelque chose que j'ai fait quelques fois avec certaines personnes. Est-ce que tu es d'accord pour qu'on puisse expérimenter ça? Moi, je veux bien vous l'induire, ouais. OK. Donc, je le propose pas juste à toi, je propose à tout le monde. Donc, je vous explique comment ça se passe simplement. Vous installez confortablement, vous fermez les yeux et vous vous connectez, on va dire que vous allez vous connecter à moi, moi je vais me connecter à vous, et vous connectez avec le troisième œil, de cœur à cœur, avec le premier chakra. Ça vous paraît compréhensible, simple? C'est OK? Allez, on y va, fermez les yeux, on fait ça simplement, et puis on verra les expériences ou pas, les ressentis. Alors, est-ce qu'il y a déjà des personnes qui perçoivent des choses? Alors voilà, juste ce petit temps d'expérience. Donc, ça serait bien si vous pouviez expliquer un petit peu si s'est passé quelque chose ou pas pour vous. Qui veut commencer? Olivier. Ouais. Alors moi, en fait, ce qui s'est passé tout de suite, c'est qu'il y a vraiment eu une expansion au niveau corporel, donc une traversée d'énergie dans tout le corps. Euh, c'est intéressant parce que moi, j'ai fait une formation en hypnose aussi et j'ai jamais connu des choses comme ça, en fait, dans les trans hypnotiques. Là, c'est quand même c'est une nouvelle sorte de transe que je découvre depuis quelque temps. Et là, ça s'est reproduit une fois de plus. Alors, j'ai pas pu me concentrer qu'avec toi. Je me suis concentré avec Véronique, avec Thierry, avec la personne qui a parlé. J'avais besoin du visuel, un petit peu des visages des quatre personnes pour déclencher un petit peu la connexion. Et ça a été très puissant. OK. Qui veut intervenir? Véronique. Ah non, je me gratte l'oreille. Alors, chez moi, c'était. J'ai senti l'expansion arriver tout de suite, la connexion simultanément dans les trois centres et l'expansion, la reliance avec très, très fluide. Thierry? Micro, Thierry. Ouais. Donc, première chose que je ressens, c'est exactement ce qui se passe dans mes séances. Hein, que dès qu'on ferme les yeux, qu'on se met dans un état X, hein, la première chose qui se modifie est la respiration. Hein. Et donc, il y a deux choses. Hein. Dès que tu essayes aussi de voir à partir du troisième œil, ça rejoint un des termes intéressants de Véronique, hein, qui est celui de puissance, qui est très peu abordé par les thérapeutes, comme si la notion de puissance hein, était presque un gros mot. Hein. Et, alors que aussi une des choses que je développe, hein, c'est la puissance de la personne pour qu'elle ait enfin son autonomie et qu'elle sorte de son état de victime potentielle. Hein. Donc, en effet, là, quand on se met dans la position que tu suggérais, il y a deux choses. Hein. Une modification de la respiration hein, qui amène à une forme de transe et par le fait de se centrer sur le troisième œil, augmenter hein, cette puissance qui change aussi hein, la disposition corporelle. Là, ça se fait tout seul. Hein. Voilà, on a la poitrine qui se bombe un peu, les mains qui vont en arrière, et on se met voilà, dans l'état où on peut être avec l'autre sans aucune peur annexe. Hein. OK. Marie-Claire, tu souhaites intervenir, nous expliquer un peu ce qui s'est produit? Bon. Miguel?
Oui, mais comme la plupart d'entre vous, il y a très très vite des gros fourmillements au niveau des mains et puis cette expansion qui s'installe presque à être plaquée au siège. Et ça m'empêche, enfin, ça me fait vraiment penser à un passage dans le film La prophétie des ondes, où on voit justement ce qui peut se passer quand des personnes s'envoient de l'énergie mutuellement, comment cette expansion d'énergie peut exister quoi, entre les gens. Et je trouve que c'est une belle expérience, quoi, et c'est quelque chose à renouveler, je pense. C'est très intéressant. Alors, il me semble que Marie-Claire est réapparue. Si tu veux intervenir, Marie-Claire. J'ai réactivé mon micro. Écoute, expérience sensationnelle. Et puis merci à Véronique parce qu'elle est rayonnante. En fait, j'étais en phase un petit peu avec peut-être tout le monde. Je ne vais pas parler trop sur mon ego parce que j'aime pas ça, mais j'avais l'impression d'avoir des ailes qui s'ouvraient et qui montaient dans une spirale. C'était assez magique. Il y avait une spirale et en plus, il y avait du parfum, un parfum de fleurs. Mais je ne sais pas lequel. Je n'ai pas réussi à identifier la fleur. J'ai cherché, mais je ne sais pas ce que c'était. En tout cas, bon, c'était un super parfum. Voilà. Merci. Bon. Céline. Alors, de mon côté, je ne vais pas être très originale, hein, parce que j'ai ressenti pareil beaucoup d'énergie, de chaleur, essentiellement au niveau des mains, des bras. La chaleur. Et également accélération des battements cardiaques. Ça, par contre, je ne l'ai pas entendu, mais moi, ça s'est manifesté vraiment immédiatement dès que j'ai fermé les yeux, que j'ai commencé à me connecter. Et puis, ouais, cette notion d'expansion, de flottement, d'être bien. Ouais, c'est une belle expérience. Après, c'est des choses que je pense, je ne suis pas la seule à avoir testé, pas forcément juste avec d'autres personnes, mais avec les êtres de la nature, hein, avec des arbres, avec des fleurs, avec les éléments du vivant, tout simplement. Et j'ai ressenti les mêmes expériences sans que ce soit forcément avec d'autres personnes, quoi. Donc, je pense que oui, il y a vraiment au niveau énergie quelque chose qui passe de très fort pour peu qu'on veuille y être attentif et puis s'ouvrir à ça, quoi. Donc, c'est chouette. Merci pour l'expérience. Isabelle. Bonsoir. Bonsoir. Pour moi, ça a été vraiment au niveau du troisième œil et ça m'a un peu plaqué en arrière, effectivement. Un peu plus compliqué au niveau du bassin, mais voilà, quelque chose de l'ordre d'un changement également au niveau du rythme cardiaque et de la respiration. Donc, c'était une belle expérience, ouais. Comme ça, à chaud, comme ça, c'était top, ouais. Bon, j'y suis pas allé trop fort. Parce que... Non. Marie-Agnès. Alors, moi, ce que j'ai mis mes deux mains comme ça, vous ne le voyez pas à l'écran, mais c'est parce que c'était un peu écarté, et j'ai envoyé, moi. Et ça s'est ouvert, mais directement dans mes mains, dans mon cœur. J'ai comme un raz-de-marée là. Et j'ai senti un truc super doux. En fait, je vous ai tous pris dans mes bras, comme si vous étiez mes frères et sœurs et tout ce soir. Alors là, ça a été, et puis ça a duré, hein. Ça a duré. Et puis, vous mis un truc qui s'est apaisé, comme si quelque chose avait fait la paix à l'intérieur de moi. Alors peut-être que c'est masculin, féminin, un truc un peu du genre, quoi. Mais C'est voilà, marrant. je vais vous dire que je vous ai, waouh! Et c'était merveilleux, j'étais contente. Ça fait beaucoup de bien, voilà. Corinne. Bonsoir, vous m'entendez? Oui. Oui. Oui, merci, merci infiniment, Véronique. Alors, oui, moi, c'est toujours un moment très agréable on a juste envie d'y rester toute une éternité. Donc, c'était très doux. Et depuis tout à l'heure, en fait, il y a vraiment ces trois mots, conscience, présence, puissance, qui me rappellent l'esprit, le cœur et le corps, ou l'esprit, l'âme, le corps. Mais
Ce que j'ai vu aussi, c'est que quand je me suis branchée sur Marie-Madeleine, j'ai vu ces deux M. Moi, je visualise beaucoup. Et il y avait comme donc un M qui a ces trois lignes qui descendaient en spirale dans un sens et un autre M du bas donc les deux se rejoignaient comme ça dans cette spirale. C'était très beau. Merci, Corinne. Solange. Moi, je suis assez habituée, donc je retrouve à des connexions de groupe puisque j'en mène moi-même. Donc voilà, on retrouve toujours cette impression de s'expanser très fort. Et puis ce soir, en tous les cas, avec beaucoup de douceur, je reprends le mot de Marie-Agnès. Et puis, alors, j'aurais une question à Véronique parce que j'ai fait quelques cercles de femmes. Et ce que j'aurais comme question, c'est si tu constates, Véronique, des choses quand même qui s'accélèrent. Alors déjà, est-ce que tu as essentiellement des femmes qui travaillent avec toi ou des fois c'est mixte? Et est-ce que tu constates quand même récemment justement des facilités dans cette réconciliation homme-femme? Est-ce que tu as l'impression que ça s'accélère quand même un petit peu, que l'acceptation de l'énergie de l'un de l'autre, qu'il y a une meilleure compréhension et que ce que chacune et chacun de nous fait, parce qu'il y a des gens à l'heure actuelle qui, dans leur vie quotidienne, essayent de travailler au niveau quantique. C'est quand même une grosse information de vouloir cette paix entre l'homme et la femme et cette réconciliation. Donc, est-ce que toi, est-ce que tu as déjà des ressentis que c'est facilité par le travail qu'on fait ou que font certains? Est-ce qu'on finit le tour d'abord et je réponds après ou je réponds tout de Oh, suite? non, tu peux répondre maintenant et Okay. on finira Merci après. pour ta question. Alors, moi, mes cercles sont toujours mixtes. C'est arrivé 2 fois qu'il n'y ait que des femmes, mais sinon, ils sont toujours mixtes. En général, il y a plus de femmes que d'hommes, mais la plupart du temps, il y a quand même des hommes. Et puis, depuis 1 an, je co-anime avec un homme. Pourquoi ils sont mixtes? Parce que pour moi, j'ai vraiment à cœur de ne pas être dans l'exclusivité et que je préfère être et des hommes et des femmes plutôt qu'être qu'avec des femmes. C'est vraiment mon choix. Et je trouve ça plus riche et ça me correspond mieux. Je suis beaucoup entourée d'hommes en fait dans ma vie, même si j'ai beaucoup d'amis aussi, mais ça n'aurait pas eu de sens pour moi d'animer des cercles juste de femmes. Enfin, c'était pas ce qui me correspond. Donc c'était vraiment à vocation mixte, tous les espaces que je propose. Donc depuis cette résonance-là, les hommes et les femmes qui viennent à moi dans les cercles, ou qui viennent me voir pour des consultations, etc., comme je disais tout à l'heure, ils sont sur ma résonance. Donc, ils sont en recherche de cette réconciliation. Actuellement, ces derniers jours et semaines, j'ai eu énormément de jeunes hommes de 30 ans. Ça, c'était vraiment très nouveau, qui m'ont fait demandé des consultations individuelles. Et pour chacun de ces hommes, il y avait la question de rapport avec les femmes qui était là. Une recherche de positionnement, un besoin d'être aussi de clarification par rapport à leur virilité, leur droit à être viril. Vraiment, c'était très, très... Ça s'est posé de cette manière-là. En ce qui les concernait, donc si tu veux, la question de la relation, elle était là, mais il n'y avait pas de reproches faits aux femmes. Mais il y avait vraiment la question de eux, comment se positionner. Et puis après, le relationnel, c'était secondaire. Tu vois, c'était comme un exemple qui était pris. Mais c'était vraiment, je pense qu'il s'agit vraiment d'abord d'un positionnement en soi, d'une réconciliation en soi, en fait, qui doit être avant vis-à-vis de l'extérieur. Par rapport à l'astro, donc moi j'aime beaucoup l'astro en ce moment, c'est un outil dont je me sers, un outil symbolique que je trouve très très pertinent. En fait, pour cet été, il y a quelque chose d'assez puissant par rapport à l'homme et la femme avec Vénus et Mars en fait qui sont en Lion. Donc le Lion, c'est vraiment la volonté personnelle et quelque chose comme ça qui s'affirme. Et en fait, c'est très drôle, la course des As, en fait, il y a Mars qui est devant et il y a Vénus qui court derrière. Et en fait, elle ne va jamais le rattraper. En fait, elle va rétrograder et ils vont s'éloigner et ils se retrouveront qu'en février. Et donc ça, c'est la blague, en fait. Enfin, la blague, en tout cas, c'est symbolique. Hein, c'est la course des astres
qui est autour de nous. Mais le jeu des symboles est très très fort par rapport à ce que la création d'une réalité vécue. Et en parallèle qu'il y a ça, effectivement, dans les séances que j'ai, il y a beaucoup là des personnes qui se questionnent sur leur relation de couple, sur leur désir. Il y a énormément de personnes qui parlent de qu'est-ce que c'est que leur désir profond, comment l'exprimer, comment le reconnaître, comment le faire coïncider avec ceux des autres. Dans les personnes que je reçois, il n'est pas question de guerre. Alors, il est quand même question des fois de peur, et donc de peur de prédation, tu vois. C'est-à-dire de peur d'être manipulé ou d'être pollué. Alors ça, c'est des choses que je n'avais pas forcément entendues, mais en ce moment qui sont là quand même, qui se questionnent par rapport à l'intégrité de leur relation. Et puis cette question de qu'est-ce que je veux, quoi. La question du désir, là, elle a été assez fortement posée ces derniers jours. Et pour le coup, c'était vraiment des histoires au niveau personnel. Alors après, moi, dans la consul, j'essaie de remettre ça un peu plus vaste, mais les questionnements étaient ceux-là. Voilà. Bon, c'est témoigner à mon échelle. Ouais. Est-ce qu'on n'est pas vers une espèce d'atténuation de ces oppositions, de ces forces duelles qui opposent les gens, comme si tout ça était en quelque sorte en train de s'intégrer? Alors, je pense oui, pour une part, mais pour d'autre part, je pense que en fait, il faut vraiment on ne peut pas faire l'impasse du fait de rassembler toutes ces parts pour ça. C'est-à-dire tant qu'il y a des parts en nous qui en fait ont quand même envie de faire la guerre et n'ont pas envie de pardonner, de renoncer, de céder, de passer à autre chose, elles vont continuer en sous-main en fait d'agir. Il me semble vraiment important de se clarifier en soi. C'est ce que je parlais dans l'endroit des renoncements tout à l'heure, de renoncer à tous les bénéfices secondaires de la guerre pour pouvoir être vraiment libre. Certains le font, mais parfois, en fait, en surface, on dit qu'on veut la réconciliation, mais à l'intérieur, il y a encore des forces pulsionnelles qui ont besoin de se défouler, qui ne trouvent pas d'exutoire, qui considèrent encore qu'elles ont été victimes de ci ou ça, ou qu'elles savent mieux que l'autre, ou que des choses leur sont dues, etc. Et ça, tant que ces forces-là ne sont pas vues et sont pas... pour moi, la puissance, c'est ça, c'est vraiment être capable de chevaucher ces forces et de les canaliser vers le but le plus élevé, l'intention la plus élevée. Et tant que ça ne s'est pas fait, je pense qu'il ne peut pas y avoir vraiment de réconciliation externe. Est-ce qu'on peut espérer une dissolution de ces forces contraires avec l'élévation énergétique et les changements qui sont en train de se produire? Comme s'il y avait une intégration et que tout ça, c'est tellement basique et du passé que ça n'a plus d'utilité. Alors là, ma réponse, ça va être que ce sont des interactions multiples. C'est-à-dire que plus il y a de personnes qui font leur transmutation et se mettent à vibrer un état réconcilié, cohérent, viable, souhaitable, et qu'elles reconnaissent en elles et que les autres connaissent, il y a une possibilité de syntonisation des autres et un jump direct sans passer par toutes les épreuves et Donc, cette possibilité-là, elle existe. Et effectivement, ça va être soutenu par le fait qu'il y a une élévation vibratoire globale. Et en même temps, les résistances, elles sont fortes aussi dans les personnes. Et donc, comme je disais, selon les choix qui vont être faits et les positionnements au fur et à mesure, chacun va aller dans l'espace-temps qui lui correspond. Depuis la multiplicité de la conscience. Donc, il faut vraiment être en conscience que c'est depuis son centre et son positionnement qu'on va générer la qualité de la réalité dans laquelle on vit et la qualité de son expérience. C'est vraiment, ça part de l'intérieur. C'est pas, il n'y a pas de sauveur externe et c'est pas les autres qui vont faire le boulot non plus à notre place. Pour moi, il y a vraiment, en tout cas c'est depuis mon témoignage, un choix qui se fait à l'intérieur de répondre à l'appel interne et de se consacrer. Et c'est ça qui libère en fait. C'est qu'une fois que ce choix il est pris, il est fait, et ben tout s'aligne dessus. Mais il faut faire ce choix et personne ne peut le faire à notre place. Pascal. Bonjour. Alors, c'est un état tellement de calme, agréable, qu'on y reste très bien en fait, de connexion aux autres comme ça. Et j'avais envie de rebondir par rapport à ce que Olivier disait,
où quand on parle de syntonisation, c'est ça? Quand on rentre en relation avec quelqu'un et que en fait on peut avoir comme ça, comme des informations intenses, comme si tout était très très fluide avec certaines personnes, et puis avec d'autres, c'est plus complexe en fait. Et ça, il y a des fois comme si finalement les informations venaient comme si on était connecté vraiment au grand tout, hein, avec toutes les possibilités de recevoir ce qu'on demande. Et à ce niveau-là, j'ai envie de dire aussi, je rebondis par rapport à la question de mémoire, où j'ai vraiment la même sensation que vous, hein, que Véronique, et puis que je ne sais plus ton nom. Marie-Agnès. Voilà, Marie-Agnès, et où effectivement, je chope, j'y arrive, j'arrive plus à sortir le nom des personnes. Je me dis, mais enfin, c'est évident, enfin, voilà. Et je me rends compte que les gens autour de moi ont le même problème. Alors, je les rassure en disant que j'ai ça aussi, et parfois ça fonctionne. Voilà, surtout pour les personnes âgées, quand elles me voient et que je dis, ça m'arrive aussi. Voilà, ou bien alors c'est parce que je prends de l'âge, ça c'est possible aussi. Mais vraiment, il y a quelque chose qui se passe à ce niveau-là en tout cas. Et je confirme. Monique. Allô, allô, Monique. Bon, Monique a disparu. Alors, attends, il y a Elle peut-être dit qu'elle n'a pas de micro. Ah, elle n'a pas de micro. Eh bien, alors, ça peut se faire par écrit. Je lirai le message. J'écoute avec bonheur. Véronique, une conclusion? Ben moi, je voulais parler, j'avais envie de rebondir quand même sur quelque chose qu'avait dit Thierry, mais il est parti. Il va revenir, il n'est pas C'est loin. dommage. Après, il y aura l'enregistrement. Mais oui, c'était par rapport à la puissance et à l'état de victime. Ça, je voulais, sur le fait que la puissance était très peu abordée dans tous ces espaces spirituels. Alors, peut-être on attend qu'il revienne. Oui, on peut attendre 30 secondes. Voilà. Le voilà, le voilà. Bon, Thierry, écoute attentivement, ça te concerne. Ouais, comme mot de la fin, je voulais rebondir. Alors, bon, ça me retarde un peu le mot de la fin, mais sur la question de la puissance, dont tu disais tout à l'heure qu'elle était très peu abordée, en fait, dans les cercles thérapeutiques et spirituels, et puis aussi par rapport à l'état de victime. Hein. Moi, dans la compréhension que j'en ai, en fait, il y a quelque chose qui est de l'ordre d'une prison, hein, de la dualité, et qui nous empêche d'accéder à cet âge adulte dont je parlais au début. J'ai tout un jeu de correspondance comme ça, et qui est lié à la puissance. Il y a le premier âge qu'on pourrait associer à l'âge de l'enfant, et qui est donc l'enfant, il est dépendant des autres pour survivre, et il est impuissant. C'est-à-dire qu'au départ, il n'a pas de moyens, il n'a pas de capacité, il va falloir qu'il se construise. Et souvent, on peut l'associer à un être qui est, depuis cette impuissance, en fait, il est complètement une victime potentielle quelque part. Il y a quelque chose qui est là dans son jeu. Et après, ça correspond à la pulsion de survie, en fait. C'est un manque d'autonomie, une dépendance, une impuissance qui fait qu'on a besoin de l'extérieur pour vivre, et tout est branché sur la peur de la mort et donc la survie. Le deuxième âge, ça va être l'âge de l'adolescence. Et là, c'est toujours dans cette dualité, puisque c'est les deux premiers, en fait, on est vraiment bloqué dans les deux premiers. C'est l'inverse, ça va être la pulsion de mort qui prend le relais, et qui va être un moment de tentative d'indépendance, donc de séparation avec les parents, avec le monde, envie de tout faire tout seul. Et par rapport à la puissance, il y a une tentative, une illusion de la toute-puissance. Donc là, c'est la puissance de destruction qui agit, qui est détruire les formes, prendre le pouvoir sur voir le reste du monde comme des objets à notre disposition, qu'on a le droit de casser, d'utiliser, de se servir pour son profit. Et donc ça, je l'associe à la pulsion de mort, et elle est aussi générée par la peur. Et en fait, ces deux choses-là, elles sont jouées en dualité, en opposition,
Et il y a une grande partie du jeu humain actuel, donc la prédation, elle est sur ces deux trames-là, et une grande partie du jeu humain actuel, même parmi les adultes en âge, eh ben, vont être à des moments enfants, c'est-à-dire totalement impuissants et puis en train de subir les choix des autres, et à d'autres moments vont jouer les puissants, mais depuis la toute-puissance et le pouvoir sûr, comme peuvent être par exemple, je sais pas moi, les élites comme des patrons, ou des politiques, ou des personnes qui vont abuser de leur pouvoir. Et en fait, il nous manque la sortie qui est la pulsion de vie, en fait. Et la pulsion de vie, pour moi, elle est associée donc à l'adulte, à l'interdépendance, c'est-à-dire on a pris conscience qu'on n'est pas tout seul, comme l'ado avec ses velléités d'indépendance voulait y jouer. Là, on se rend compte qu'on est en interaction, en interdépendance avec autrui. Et le pouvoir change de forme. En fait, la puissance, ça devient le pouvoir de. Ça passe du pouvoir sur au pouvoir de. Et le pouvoir de quoi? De générer des formes viables pour le monde dans lequel on vit. Et pour moi, c'est l'endroit de la responsabilité. On a acquis l'autonomie petit à petit par les passages successifs. Et dans cette pulsion de vie, en fait, l'adulte, il s'installe. Et ensuite, la pulsion de mort et la pulsion de survie, elles ne sont pas niées, mais elles deviennent des moments, en fait. Des moments pour le vivant. C'est-à-dire qu'on a quand même besoin de la pulsion de survie pour prendre soin de nos corps, de nos signaux d'alerte, de vigilance, de la prudence, etc. Et on a aussi besoin de la pulsion de mort pour faire évoluer les formes. Parce qu'on ne peut pas être dans un équilibre qui ne s'arrête jamais, sinon c'est aussi la mort. Donc on a besoin effectivement régulièrement de changer d'équilibre. Donc il faut accepter de détruire un ancien équilibre pour passer à l'équilibre d'après. Mais la pulsion de mort et la pulsion de survie, à ce moment-là, ce n'est plus nos maîtres, en fait. Ce sont des outils à notre disposition. Et pourquoi la puissance, elle n'est pas, validée et vue dans tous ces cercles-là? C'est parce qu'elle est considérée soit comme... En fait, on considère souvent soit que le côté impuissance ou alors le mauvais usage du pouvoir, c'est-à-dire le pouvoir qui va être sur autrui et tous les abus de pouvoir. Il n'est pas compris l'importance et la magie du pouvoir de générer des formes viables, harmonieuses, belles et qui vont améliorer le bien commun. Pour moi, c'est vraiment là-dessus qu'il est important de valider et de reconnaître notre responsabilité, notre œuvre et la nécessité en fait d'assumer en fait ça. Tout à l'heure, on parlait de pensée créatrice. En fait, là, c'est la puissance créatrice. Tout à fait. Tout à fait. Là, clairement. Et que pour le coup, moi, je vis de manière tout à fait extraordinaire, c'est-à-dire avec des choses qui, normalement, n'existent pas, ne sont pas validées par les lois de la physique, mais c'est mon vécu, quoi, dans le monde que j'ai pu créer autour de moi. Quoi. On ne peut pas être libre, si tant est qu'on puisse l'être, sans être puissant. Mais ça fait partie de nos attributs, en fait. Et de notre mission, quelquefois de notre mission. Ce n'est pas un joli mot, mais en tout cas de notre rôle, de mon point de vue. De notre rôle d'humain, on a ces trois attributs du divin à honorer pleinement pour être qui on est véritablement et puis pouvoir véritablement œuvrer. Que ce ne soit pas juste des mots, que ce ne soit pas juste de l'illusion, mais que ça se manifeste concrètement et puis relationnellement. Et de ne pas en avoir peur, parce que si on n'est pas, si on est dans le respect, si on est dans la connaissance de ses failles, de ses zones pulsionnelles, et qu'on a appris à chevaucher ses forces, on ne va pas créer du chaos et de la destruction essentiellement autour de soi, même s'il peut y avoir des phases de chaos. En fait, si on est correctement aligné et positionné, donc ça c'est le Tao dont on parlait tout à l'heure, en fait on va suivre le fil du vivant. Il y a un endroit de foi qui est là, qui intervient à cet endroit-là, de foi dans la vie, pour nous mener à bon port. Quelqu'un tout à l'heure parlait de prophétie des Andes, mais dans ce que tu développes, on est extrêmement proche aussi de la sagesse toltèque. Quand je suis allée en Inde, à Dharamsala, chez les Tibétains, il y a un mois, il y avait un Toltec. C'est marrant. Un représentant moderne des Toltecs. Ouais.
Je connais pas bien là, c'est juste le contenu. Ok. Je t'enverrai un PowerPoint sur le rapport entre quantique et Toltec. Voilà. Merci beaucoup. Avec joie de le recevoir. Voilà, merci beaucoup pour cette soirée. C'était chouette. Contente de vous avoir vu, d'avoir passé ce temps avec vous. Merci beaucoup. Et puis, prenez bien soin de vous. Merci à toi, Véronique, de nous avoir fait partager tes expériences. Je te demande de rester un petit moment avec Thierry. On va faire un petit débriefing. Okay. Et puis, sinon, à tous les amis humains en pleine vibration divine, je vous souhaite une bonne soirée et une bonne continuation. C'est la dernière veillée hypno-quantique avant l'été. On reprendra très certainement à voir en septembre ou en octobre en fonction des disponibilités des conférenciers. Donc, à toutes et à tous, on vous souhaite de bonnes vacances, de profiter d'un bel été, de belles énergies. Et puis, on espère que tout ce que vous aurez entendu vous incitera à développer certaines pratiques, à lâcher certaines autres et à avancer, à évoluer et à vous connecter très haut. Voilà, bonne soirée à tout le monde. Au revoir. Au revoir, merci beaucoup. Merci, bonsoir. Au revoir.